Ouais, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. You talking to me? Vers l'infini. Bonjour à tous, est-ce que du coup tout est bon? Nous sommes en live dans la cuisine de Kifilm Salut à tous, avec Leuzla et du c'est coup Stéréo. on est présent pour vous parler jeux de société. Donc merci à tous d'être là, d'être présents ce soir. Donc on remercie aussi à tous ceux qui ont regardé le premier live Ouais, et qui ont regardé aussi le replay parce qu'on a été étonnés des retours, on n'attendait pas autant de vues aussi. moi j'avais prévu de commencer par ça, effectivement, revenir sur ce truc-là. Alors, pour dire un petit peu, donc c'est notre deuxième live Twitch. Le premier c'était il y a 10 jours à peine. Hein. Et alors déjà on était contents parce qu'on visait, on a prévenu 3 heures avant qu'on faisait un live, et puis finalement on est quand même 15 personnes en continu sur la session, puis 45 personnes en tout, donc c'était vachement sympa. Et c'est vrai que la vraie bonne surprise, ça a été le live sur YouTube qui a fait le replay, qui a fait 1300 vues en gros en 3-4 jours. Ouais. Donc on s'y attendait pas du tout. C'est ça. Parce qu'on n'avait pas du tout prévu de jouer globalement cette carte-là. On l'avait mis au cas où. Et donc ça, c'est une vraie bonne surprise. C'est vrai que je dirais que ça donne envie de recommencer. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on est là ce soir pour ce deuxième live. Bon, alors par contre, objectivement, le live a été mis en podcast après, un petit peu remonté, coupé pour enlever un peu ce qui était trop lié à l'image, un petit peu édulcoré. On a quand même fait un peu moins d'écoute que d'habitude. Bon, ça paraît normal. Tout à fait. Mais voilà, donc en tout cas, on continue sur cette dynamique-là. Deuxième essai ce soir, de dire on enregistre en live sur Twitch et on republie donc sur YouTube. Sur YouTube et aussi en podcast. Et en podcast après. Bon, sur toutes les plateformes comme d'habitude. On est multicanaux à mort, quoi. C'est ça. Du coup, ce soir, un format un peu plus classique que notre bilan de la semaine dernière. L'idée, c'est de revenir sur le mois de décembre, mois de janvier. Ouais. Moi, janvier, un petit peu décembre, parce aussi, que c'est un peu le bazar dans nos épisodes actuellement. C'est aussi quelque chose qu'on veut travailler, parce que ça nous donne envie d'être un petit peu plus carré. Si les lives marchent un petit peu, on essaiera vraiment de se tenir à un épisode en début de mois. Voilà. Avec chaque mois, a priori, le retour sur le mois précédent. Je pense que de temps en temps, on essaiera de faire un ou deux épisodes un peu plus spéciaux. On travaille encore... Voilà, on fera sûrement d'autres tops, etc. Dans d'autres formats qu'on a commencé à faire sur le site, mais qu'on fera directement en live. Et du coup, en fait, on avait commencé cet article mensuel des jeux de société qu'on jouait pendant le mois, des jeux qu'on avait préférés du mois. Et du coup, maintenant, on va le mettre en live. Ouais, article qui maintenant va au fait reprendre la vidéo et le son, ce qu'on a fait aussi pour l'épisode précédent. Il faut encore qu'on arrive à sortir à peu près tout ça dans les temps. Mais essayer de rester un petit peu comme ça sur tous les canaux. Ouais. En tout cas, merci. Voilà. c'est sûr, c'est la première étape. Du coup, ce soir, on a dit format un petit peu classique. Donc, notre format un petit peu classique sur les jeux de société concerne en général les mois précédents. Oui. On va essayer de ne pas faire trop de redites avec nos 2 derniers épisodes qui étaient un retour déjà sur. On a été absent pendant 6 mois et là, on est présent 3 fois en donc 2 semaines. On se fait un petit tour de table sur tout ce dont on ne parle pas. Donc, on parle de ce dont on ne parle pas. Voilà. Ensuite, on revient plus en détail sur 6 jeux, si on est sage. Oui. Et ensuite, les petits trucs de fin selon la durée. Alors la hype de ce qui nous attend. Déjà, les jeux que peut-être un peu spoiler sur justement l'épisode du mois prochain. Et puis peut-être une petite digression, si on a le temps, sur la fin que j'ai préparée. Voilà, on laisse la surprise. Ouais, on laisse la surprise. On fait du teasing comme ça. Après cette longue introduction. Parlons jeux de société, excusez-nous. On dévie déjà. Eh ben vas-y. Et j'y vais alors. Ouais. Donc, ce dont on ne parle pas, donc ce sont des jeux qu'on a bien aimés, mais on n'a pas besoin de s'attarder parce que c'est des petits jeux ou parce qu'on n'y a pas assez joué. Donc un des premiers, c'est un jeu d'ambiance qui s'appelle Foufoufou. J'en avais déjà un peu parlé, j'ai eu l'occasion d'y rejouer parce que j'ai eu la seconde version qui s'appelle Foufoufou Plaisir d'offrir. Et donc dans cette édition, il y a des cartes roses qu'on peut offrir en plus on va dire aux adversaires. Donc c'est un jeu de gages. On va tirer des cartes. Il y a des cartes qui sont personnelles, des cartes qui vont être communes. Et en fait, le gage, ça va être par exemple de devoir dire guacamole à la fin des phrases, de devoir sourire à la personne de droite au début du tour. Et donc il faut essayer de se souvenir de tous ces gages qui sont à la fois communs et on en a des personnels. Et quand on remarque que quelqu'un n'a pas fait son gage, et c'est là où il va perdre des petits jetons. Et c'est celui qui perd des jetons qui perd la partie. Il n'y a pas de gagnant, mais il y a un perdant.
Encore un jeu de Théo Rivière. Et un jeu de Théo Rivière. Donc Ok. celui-là, il date un petit peu, mais j'ai eu l'occasion de tester. Et en fait, je trouve que cette version, avec les cartes, quand justement c'est une carte qu'on va offrir à un adversaire, et celle-là, elle apporte un petit truc en plus par rapport à la première version. Et donc j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai Donc pas ça eu passe. l'occasion d'y jouer. Jeu d'ambiance, quoi. Ouais, jeu d'ambiance, et ça marche bien, on rigole, et puis voilà quoi. Ok, d'accord. J'enchaîne tout ou tu... Ah ouais, vas-y, tu sais quoi, enchaîne tout, parce que je m'aperçois que les jeux dont je ne parle pas, j'ai oublié de les Ah ouais, bah va les les chercher, amener. tiens. Donc Moi, je vais chercher, et toi tu... moi je comble. Voilà. Alors, je vais parler de Ricochet, donc qui est en fait Ricochet 3, qui s'appelle Ricochon. Donc, vous vous doutez bien que du coup, Ricochon veut tout dire. D'ailleurs, il doit y avoir Satan brouille l'écoute. Donc, en fait, c'est un jeu d'association d'idées, assez minimaliste. On va avoir un plateau avec des mots, et ça va être ricocher, parce qu'on va avoir 2 mots, et on va devoir retrouver les 2 mots correspondants dans une grille. Et il y a 25 mots comme ça éparpillés, puis on va devoir faire des ricochets en trouvant les associations de 2 mots. Et à la fin, ça donne un rébut. Donc il y a une trentaine de grilles à chaque fois. Ça, c'est la 3e boîte. Avec justement donc Ricochon, parce qu'elle a des associations d'idées un peu plus, on va dire, pas salaces, mais bon, avec un peu plus, voilà, plus cochon. Donc cette version, en fait, moi j'avais déjà fait le 1 et le 2. Je la trouve aussi bien que les autres. Le petit bémol que j'ai, c'est les rébus. En fait, ils ne sont pas disponibles sur le site donc de FlipLab. Tous les associations d'idées, on peut les retrouver, mais par contre, le rébut final, qui est parfois difficile, eh ben, on ne le retrouve pas. Donc, il faut envoyer un mail à l'éditeur, et du coup, c'est un petit peu embêtant, parce que c'est pas toujours simple, le rébut, et du coup, voilà, c'est le petit bémol du jeu, mais sinon, ça se marche. Par contre, ça marche très bien. Bah, faut pas y jouer à nombreux non plus, parce que sinon, on s'en sort pas. Nous, on y joue à 2 ou solo, c'est très bon jeu d'association d'idées. Voilà, donc cette 3e boîte, très bien aussi. Il y a Chouyidi, salut, qui nous dit qu'on voit les infos de la caméra. Effectivement, on voit les infos de la caméra, et si je change ça, j'ai peur de tout péter. Et Donc, ça vous intéresse pas, les infos de la caméra? Eh ben, si on a une coupure, ce sera de ta faute, Choudidi. On va essayer de faire ce qu'on peut. Bon, en attendant, hein, je continue mon petit tour de table des jeux dont je ne parle pas. Et donc, ce jeu qui est Happy Little Dinosaurs. Donc, qui est un jeu, on va dire, c'est un petit jeu d'ambiance où on va s'embêter. Donc, les dinosaures sont en train de... en fait, on meurt, hein, donc souriez, c'est bientôt fini. Le but, en fait, c'est de s'en sortir avant les autres. Donc, on va incarner des petits dinosaures, très mignons. Les cartes sont très choupi. Et en fait, il va y avoir à chaque fois une catastrophe. Et le but, ça va être à la manière d'une bataille. On va simultanément poser une carte. Celui qui aura la plus haute gagnera, en fait, l'événement. Et le but, comme ça, il va pouvoir avancer sur une piste d'amélioration. Et voilà, donc c'est vraiment un petit jeu de bataille, très sympa, très choupi. Dans l'idée, c'est ceux qu'on fait Exploding Kitten et j'ai oublié le nom. Unstable Unicorn. Alors, Exploding Kitten, j'ai on en un a doute. parlé, mais j'ai pas joué. Non, t'as pas joué. Et voilà, c'est très sympa. À 2, ils font une variante. C'est pas, je pense, j'ai joué qu'à 2 et donc j'ai hâte d'y jouer à plusieurs parce que je pense que ça prend tout son intérêt à plusieurs parce que c'est là où il y a la bataille, il y a des morts subites, etc. Mais voilà, petit jeu assez sympa et choupi. D'accord. Ok. Donc voilà, est-ce que j'en ai d'autres? Et alors là, c'est un peu pareil, c'est Je savais pas que t'avais essayé ça. c'est Micro Macro Crim City qui du coup a été quand son premier volet est sorti, a très bien marché. Et donc là, c'est la 3e boîte. Toujours aussi bien. Donc c'est une carte géante. Est-ce que je la déplie? Vas-y. Allez, on est en live, on est là pour ça. Hop, donc c'est une carte géante. Je vais essayer de pas la déchirer. Voilà, Ça change pas des micros macro Crim City. on me voit, On voit plus. on me voit plus. On voit un petit peu. Et ok. Et du coup, la différence avec les précédents Crim City, c'est le 3e celui-là? C'est le 3e. Donc en fait, pas de différence. Quand ça marche, ça marche. Hein. Donc en gros, vous allez avoir des petites enquêtes et vous allez avoir plusieurs scènes qui se sont passées en fait finalement dans un temps. Donc vous allez pouvoir suivre un petit bonhomme en fait qui va être placé à un endroit et vous allez pouvoir essayer de savoir où il va pour en fait résoudre l'enquête. Donc l'enquête est guidée, vous avez plusieurs cartes
Et donc c'est des petits scénarios, hein. Les enquêtes c'est 10-15 minutes max. Il y en a même qui durent même 5 minutes. Et donc on essaie de retrouver son vidéo, on trouve le petit bonhomme, on voit ce qu'il a fait ensuite, pour essayer de voir en fait ce qui s'est passé et pourquoi la personne elle a été tuée. Il n'y a rien de sanglant, hein. Vous voyez c'est en noir et blanc, donc ça peut se jouer quand même avec des jeunes ados, on va dire, pré-ados et tout ça. Donc, mais, dans le 2, ils avaient mis un truc pour dire si les enquêtes étaient adaptées aux enfants. Oui, bah là c'est aux pareil petits. en fait. Ouais, ils ont refait ça. Il y a des enquêtes Bon, où donc il n'y a pas de avant meurtre. 12 ans. Oui, voilà, quand il n'y a pas des meurtres et de ça, voilà, ça dépend aussi Ouais, de déjà, la à 8 ans, mes sensibilité filles de elles jouent au l'enfant. premier, donc j'imagine que ceux-là, Ouais. il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Donc, voilà, toujours aussi bien. Donc, je vous le conseille. Si vous avez déjà aimé, si vous ne connaissez pas, allez-y. Prenez la première boîte, la deuxième. En fait, il n'y a pas d'ordre, hein, donc vous pouvez commencer par ce que vous voulez. En tout cas, la troisième est très bien. Et moi, c'est bon pour mon très vite. Hein. Ah ouais, ok. Alors moi, j'ai un très vite. Est-ce que j'ai fait vite? Ouais, plus que ce que moi je fais d'habitude, c'est sûr. Alors, mon très vite à moi. Bon, d'abord les classiques, parce qu'on en a déjà parlé dans le dernier podcast, mais c'est les jeux auxquels j'ai le plus joué ces derniers temps. Donc voilà, hein, depuis... Où est-ce que je le mets? Depuis un mois et demi, moi, c'est Sea Salt and Pepper qui sort le plus à la maison. Donc, il n'y a pas tellement besoin de le présenter. Hein. On est sur un jeu de Théo Rivière et de Bruno Catala. Salut Gronulf. Dans la lignée, pour moi, dans la lignée d'un Tucano, etc. Alors, je veux dire, ça s'explique très vite. Ça se joue pas si vite que ça. Mais Ça par s'explique contre, pas si vite, moi, justement. À chaque fois que je veux l'expliquer, il y a cette carte-là, il y a cette carte. Et à chaque fois, je me rends compte qu'il s'explique pas si vite. t'expliques pas si bien. Mais au bout d'un tour, c'est possible. Mais au bout de 2-3 tours, 2-3 manches, et c'est parti, quoi. Et après, c'est addictif. Ouais, donc là, moi, que ce soit au bureau ou avec les enfants, en fait, il sort beaucoup. Donc là, je dois être à 10 parties sur le mois. Donc clairement, voilà. Je suis obligé de ne pas en parler maintenant. Donc pour rappel, c'était mon top 1 de l'année 2022, et toi, c'était ton top 5 7. 7. Ah, Ouais. si loin. Ouais, si loin. Ah ouais. Oui, parce que on est quand même trop proche de jeux existants. Tu vois, je me posais d'ailleurs la question de sa présence à l'As d'Or ou pas. On en parle pas trop ce soir, mais ils ont annoncé les nominés Les nommés. à l'As d'Or. Je dis plus nominés. Ouais. Les nommés à l'As d'Or. Et effectivement, je pense que pour moi, il est peut-être pas assez original pour y être. Alors, est-ce qu'une super édition suffit? A priori, Parce que non. Acropolis, c'est assez original pour y être. Non. Mais tout le monde trouve qu'il va gagner. Moi, je ne comprends De pas toute pourquoi. façon, avec ce qu'il y a autour, bon. On fera un débat à la fin. Allez. On parlait de l'As d'Or. Si on a le temps, on parlera de l'As d'Or. Numéro 2. Alors, je sais qu'on en a parlé, mais je crois qu'on l'avait pas montré. Donc Les c'est... formats portefeuille. Ouais, format portefeuille de chez Matago. Donc c'est Agropolis. Donc c'est une extension / standalone de Megalopolis. Slash Prolopolis. / Sprolopolis. Donc petit jeu coopératif où on place des cartes pour essayer de faire des terrains. La différence avec le Megalopolis, c'est qu'en fait il y a des animaux maintenant sur les cartes. Alors et c'est un de ses défauts, c'est que par contre c'est tout petit. Donc même si je vous le mettais très très près de la caméra, vous ne verriez rien du tout. Donc voilà. Donc là la différence c'est qu'il y a des petits animaux sur certains terrains et on va vous dire il faut qu'il y ait tant de vaches à côté de la route, etc. En plus de la couleur du terrain. Ça ramène une petite couche en plus. C'est ni mieux ni moins bien. C'est légèrement différent. Par contre, effectivement, les animaux sont tout petits et des fois, il faut bien plisser des yeux pour voir si on parle d'un cochon ou d'une vache. Mais voilà, si vous ne trouvez pas Megalopolis, vous pouvez prendre celui-là. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Enfin voilà, ça change rien. Et pareil, c'est sorti, je sais pas, 3-4 fois parce que tout d'un coup, sur un coin de table, on l'a emmené, on l'a sorti. Et on en avait parlé et on l'avait pas amené. Donc, c'est vrai. Donc je Moi, voulais je commence à avoir rattraper ce retard. une belle gamme, moi, dans les micro-games, là. Et écoutez, si vous en avez testé dans le chat ou en commentaire, après, dans le replay, n'hésitez pas à nous dire celui que vous avez préféré, vous, dans la gamme des micro-games. Là, moi, j'ai récupéré Invino Morte. Ah ouais, j'ai tu pas l'as encore acheté? testé, ouais. Et sinon, la bataille des pâtis sorciers qui reste un des que je préfère. Un duel à 2 de pâtis sorciers où on envoie des petits trucs au four. On envoie des petites recettes au four et voilà. C'est vrai que j'essaye ça. Ouais, celui-là, il est sympa. Je viens d'avoir une idée pour plus tard. J'avais oublié un Note jeu dans pour ma... plus tard. Petit bémol. Alors, ensuite, deux jeux que j'ai pas là. Ah. Parce que c'était pas... Alors, s'il y en a un, c'était mes jeux, mais je l'ai pas emmené, j'ai oublié. Barrage, donc c'est pareil, j'en ai parlé. Donc moi, pas du tout un jeu récent, puisque c'est sorti en 2019. Mais à l'époque, je l'avais pas acheté neuf, parce que je sais pas. Et depuis, je m'étais dit, si un jour je trouve en occasion, je le prendrai. Donc je l'ai trouvé en occasion, on l'a sorti. Effectivement, c'est vraiment très très bien. Alors c'est vraiment du gros jeu, hein. Je pense qu'il est donné pour 2 heures. On a dû jouer 2 heures et demie, je pense, à 4.
Et avec une mécanique qui est super intéressante parce qu'en fait, effectivement, donc, en fait, il y a globalement des cours d'eau qui descendent de la montagne et tu vas te placer plus ou moins en amont, en aval sur ce cours d'eau pour placer tes barrages. Et du coup, si tu te mets très bas, et potentiellement les autres vont se mettre avant toi. Ok. Mais c'est peut-être plus intéressant que si tu te mets très haut selon plein de critères. C'est du placement d'ouvriers. Et du coup, du coup, ça fait un mécanisme sympa. Puis ça fait de l'interaction parce que tu es très attentif à où se placent les autres. Outre l'endroit, parce que dans un placement d'ouvrier, ce qui t'embête en général, c'est que quelqu'un va là où tu veux aller. Là, tu as ça, mais tu as aussi le placement du coup des barrages de tes adversaires sur les différents cours d'eau qui vont influer sur ta partie. Donc c'est vraiment pas mal. Il se joue en plusieurs manches, il peut être assez frustrant des fois sur une manche où tu as l'impression que tu peux rien faire, et du coup de perdre une manche. Et en fait, on a eu ça avec des gens qui prenaient beaucoup d'avance, D'accord. et puis en fait qui se faisaient rattraper par la suite, parce que c'est eux qui vont tomber dans ce piège-là. Ça s'équilibre en fait. Ça s'équilibre, et je pense qu'il y a toujours un moment où tu te retrouves avec moins d'action, et des moments où t'en fais plus. Ok. Donc au final, ça m'a pas vraiment gêné dans le jeu. Ok. Et alors le dernier, c'est con, j'aurais bien aimé avoir la boîte, mais c'était pas mon jeu. C'est Cthulhu May Die. Cthulhu Death May Die. Ouais, Death May Die, Ouais. t'as raison. Ouais, Death May Die, pardon, tu vois, je me trompe. Ça, j'aimerais bien tester. Faut demander à China. Ok. Donc ça, c'est du gros coop, c'est un petit peu dans la gamme, on va dire, d'un insondable. Sur, ouais, c'est aussi gros, sur ah le oui, thème, ouais, c'est aussi gros, la boîte, c'est à peu près la même taille. Et là, univers Lovecraft, vous êtes des enquêteurs, ça se passe en 1920, dans une maison manoir, et vous allez combattre les anciens dieux qui sont invoqués par des... j'ai oublié le nom, ça vient de... Des méchants. Non, pas les méchants, alors si quelqu'un s'en rappelle, les humains qui aident les anciens dieux à revenir. Donc voilà, vous allez avoir toute une pléthore d'adversaires à affronter, des petits monstres, des gros monstres, des humains méchants, et puis jusqu'à arriver à un boss final, le tout sans mourir. C'est assez classique dans l'esprit de Cthulhu, mais ça a bien marché, on a gagné sur le fil, il y a vraiment de la tension dans la partie. Donc voilà, c'est sympathique. Ok. C'est pas mal. Il faut se lancer aussi, on a dû jouer pas loin de 3 heures, peut-être à oui. 2. Faut prévoir la soirée. Ouais, c'est ce que je te dis, la gamme de l'insondable, quoi. Ok. Donc voilà, moi c'est un jeu, j'en avais pas entendu parler, j'ai l'impression que c'est sorti. Alors j'ai regardé, c'est sorti en 2019 aux États-Unis. Alors je sais pas quand est-ce qu'il arrive en Europe. Alors je sais pas. Dites-nous si vous en avez entendu parler. Moi je suis pas un expert en plus de l'univers de Cthulhu non plus particulièrement. Donc je peux être passé à côté à l'époque sans ça. Mais une édition sympa. Voilà, et après je m'arrête là parce que j'ai beaucoup varié les jeux sur les 2 derniers mois, beaucoup de jeux où j'ai fait une partie. Ouais, ok. On arrive à... Fini pour le très vite du coup. Ouais. On passe au jeu en détail. Les focus. Je regarde vite fait, si des gens Pas de réagissent. commentaires, c'est que tout va bien. Hein, du coup on garde les petits... N'hésitez pas à nous dire voilà, si vous avez joué à ces jeux-là et si vous voulez faire des remarques. On prend aussi. On essaye Ouais. de mieux maîtriser Twitch. Du coup on garde les... Ouais, du coup on garde les... J'ai réussi à enlever un petit peu d'informations vidéo en bas, mais on en garde, ça fait partie du décor, ça fera joli. Ça fait des techniques. Il y a des gens, ils font exprès d'en rajouter. Ah oui, d'accord. Ouais, pour faire style des fois. Nous c'est natif. Ok. La prochaine fois je trouverai comment les enlever. On les avait pas la dernière fois. Non, on les avait pas, pour ça. Ouais, mais il y a des choses qui ont changé quand même. On teste. Bah ouais. Alors, on présente les jeux. Allez, présente-nous ton premier jeu du mois. Allez, j'enlève tout ça. Et je vais parler de Super Mega Lucky Box, qui est un jeu du coup de Phil Walker Harding, donc qui a fait beaucoup de choses dans le monde du jeu, mais je ne saurais plus dire quoi. D'accord. J'ai pas fait mon travail. C'est clair. Du coup, c'est un jeu qui peut se jouer en solo. Bon, c'est pas, je pense. Moi, j'y jouerais pas en solo en tout cas. Qui va jusqu'à 6 joueurs, qui disent des parties de 20 minutes. Je pense un peu plus long 20 minutes en tout cas pour chez moi, parce que ça se joue en 4 manches. Je vais expliquer un petit peu le principe du jeu. Et du coup, c'est à partir de 8 ans. Je pense que ça peut même démarrer potentiellement avant, parce qu'il n'y a pas de complications particulières. Donc c'est un jeu... Moi j'ai joué avec mes filles, elles ont 9 ans. Tu sais, c'est peut-être pas si évident, parce que le mécanisme de jeu est très simple. Ouais. Alors ça, il n'y a pas de problème. Mais bien savoir quel bonus déclencher à quel moment... Bon après, elles ont fait qu'une partie honnêtement, donc c'est un peu... Mais c'était pas inné. Ouais.
Non, mais je comprends, mais après, tu peux y jouer aussi sans un peu. Bon, je coche celui-là, puis ça, je coche celui-là, et puis. Oui, mais tu te fais latter. Oui, bah, on joue pas toujours que pour gagner. Pourquoi jouer alors? Ne rentrons pas dans ce débat philosophique. Donc, Super Mega Lucky Box, donc, qui est sorti en décembre, qui est pour moi, du coup, le jeu qui est le plus sorti depuis décembre. Pour moi, alors, pour revenir à ce que Choudidi nous avait dit lors du dernier live, donc c'est le bingo des jeunes, c'est le bingo modernisé. Donc le principe, c'est qu'en fait, on va avoir une petite carte de 9 chiffres qui vont de 1 à 9. Et on va piocher, du coup, les cartes sont en double, donc il va y avoir 18 cartes, on n'en prend que 9, et on va piocher un chiffre. Ce chiffre, on va avoir des petites cartes, on peut peut-être les sortir, hein, et on va, du coup, cocher dans son... Comme dans un bingo classique. Comme dans un bingo classique. Alors du coup, tout est en Velleda, effaçable. Alors je ne sais pas ce qu'on voit là. Pas grand-chose. Je peux essayer de m'approcher si tu veux, mais ça risque d'être fou. En tout cas, donc on va avoir les chiffres. Ça, c'est les cartes chiffres, hein, on les voit assez bien. Hop. Non, c'est flou. En gros format. Donc on va tirer un chiffre. Tac, je sors le 7. Moi, je vais avoir des grilles devant moi. J'en ai 3 au début, la première manche, et je vais cocher un 7. Donc ce 7, pour l'instant, il ne me fait rien. Sauf que, en fait, sur la carte, il y a des bonus horizontaux et des bonus verticaux. Lorsqu'on finit une ligne ou une colonne, on va déclencher un bonus. Donc plusieurs types de bonus, soit de cocher un autre chiffre dans une grille ou dans la même grille, ou alors on va pouvoir récupérer des étoiles, qui est un autre mode pour scorer des points. On va aussi avoir des lunes qui, du coup, en fin de partie, comptent en majorité. Celui qui en aura le plus fera 6 points, celui qui en aura le moins fera moins 6. Donc, le principe, c'est très simple. On tire un chiffre, on coche. Jusque-là, du coup, c'est pour ça qu'il est très accessible et qu'on peut y jouer avec tout le monde. La petite subtilité, c'est que justement, comme tu le disais, c'est qu'on va déclencher des bonus. Et des fois, il faut un peu réfléchir pour savoir dans quel ordre on va pouvoir finalement faire ces bonus. Parce que du coup... c'est plus intéressant des fois de cocher son 1. Son 1 va nous permettre de cocher un autre 8 qui va nous permettre de cocher une étoile par exemple. Donc c'est un peu anticipé pour pouvoir faire finalement le meilleur combo, donc succession d'actions. Pour ceux qui ont déjà joué à Tréfuté qui est un jeu de dés avec des combos, en fait c'est un peu la rencontre de Tréfuté avec le bingo. Ouais, c'est plus light quand même qu'un Tréfuté. Quoi. Oui, c'est plus... Il n'y a pas le côté casse-tête du Tréfuté. Quoi. C'est ça, et je le trouve plus accessible, donc pour moi il est plus facile à sortir avec tout le monde. Il a un vrai côté... intergénérationnel. C'est ça. T'as vraiment l'impression que tu peux y jouer autant avec tes enfants qu'avec ta grand-mère. Ouais. Alors, si ta grand-mère est adepte du bingo particulièrement. Oui, parce qu'au final, même si tu veux pas trop réfléchir, tu peux le jouer en mode, comme tu dis, si t'es pas là pour la gagne, tu peux y jouer en mode simple, je coche, je vais déclencher mon bonus et ça va être tout simple. Et donc voilà, moi j'y ai joué en famille, j'ai présenté à tout le monde, enfin tous les gens à qui j'ai présenté le jeu, ça a plu. Et voilà, moi j'y ai joué encore en famille ce week-end, on a joué à 6, c'est la première fois que je jouais aussi nombreux. Et, ça doit être sympa la plus. Ouais, et franchement, et à chaque fois, la chantilly elle prend quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment la définition du jeu familial en fait. Ouais. Tu peux vraiment jouer, voilà, peu importe qui est là dans ta famille, les petits cousins, les grands-mères, les oncles, les tantes, tu peux y aller. C'est ça. Ça marche, tu vois, c'est ce que dit Taramé35. Oui, là. Comment... Moi, on l'a joué en soirée jeu. On était 4, donc bon, c'était la découverte, ça a bien marché. Je l'ai joué au bureau, je l'ai emmené tu m'as laissé pour l'emmener au bureau aussi. Sur la pause de midi, c'est super. C'est pareil. En plus, c'était un midi où les gens ont dit bah ouais, on joue pas longtemps, faut que je reprenne le boulot, machin et tout. Mais ça a duré une demi-heure la partie. Ouais, je pense quand même, et ouais, les gens étaient ravis, on s'est bien marré, et on est retourné bosser sans se prendre la tête, on a vite démarré. Et après, je l'ai joué donc, alors en famille, mais que avec mes enfants. Bon, c'est ce que je dis. 9 ans, il y en a une qui a eu du mal à voir quel bonus déclencher à quel moment pour sa première partie le aussi. côté stratégique du truc, quoi. Mais ça leur a bien plu. Donc, en tout cas, effectivement, c'est ce que je dis, ça plaît. Pour le coup, c'est vraiment populaire, ça plaît à tout le monde, quoi. Ouais, et puis franchement, le matos, elle s'efface très bien, et les crayons sont plutôt qualitatifs aussi, on écrit et on efface très bien. Donc voilà, il est pas hyper beau, mais voilà, il marche bien, et du coup, moi je l'ai mis en top 3, du coup, de mon top 2022. Dans le format et dans le public, en fait, ça me rappelle Just One. Ouais, sauf que là, c'est avec des chiffres. Ouais, c'est ça, mais tu vois, nous, Just One, c'est vraiment un jeu qui a hyper bien marché avec les enfants très tôt, et on jouait enfants et adultes, tu vois, c'est ce côté très familial du jeu de mots, et je le retrouve dans Super Mega Lucky Box et dans un format similaire, et avec les mêmes crayons. Et vous, est-ce que vous avez aimé Super Mega Lucky Box, et est-ce que
voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, quoi? Aussi un jeu qu'on aurait pu s'attendre à trouver dans la sélection de l'As d'Or. Tout à fait. Mais non. Mais non, il n'y est pas non plus. Donc, Bon, après, je crois que lui et Salt and Pepper, c'est les... Ah, et Packet Chips, c'est les 2-3 grands ouais, absents. c'est les 2-3, ouais, c'est ça. Bon, après, de toute façon, il faut bien qu'ils choisissent, mais bon. Ok. À moi ? Allez, Allez, moi, je vous présente un peu plus gros. Oui, il est là. On en a parlé dans le dernier épisode. C'est Piège Obscur. Donc, je le représente rapidement. Donc, c'est un jeu coopératif de placement de tuiles. Que je vais comparer souvent dans cette petite chronique à son frangin que j'ai amené là. Enfin, qui n'est pas à son frangin, non. mais qui est pour moi la référence dans les jeux similaires qui est Subterra. Donc on est un peu dans le même style de jeu, de placement de tuiles. Donc c'est un jeu de Chris McMahon, Christopher Ryan Clan et Roswell Saunders. Bon, ils sont globalement inconnus au bataillon. Chris McMahon a fait un autre jeu, mais dont j'ai jamais entendu parler. ok. Et il est illustré par Christopher Ryan Clan, donc un des auteurs. Il est d'ailleurs superbement illustré. Alors, l'univers est très glauque, mais les images sont très belles. Je vous invite à aller sur le site soit sur le site du Kickstarter, enfin sur le site de l'éditeur, où ils proposent des images en fond d'écran et tout. Franchement, les illustrations, elles sont super chouettes. Bon, faut aimer le dessin au trait et faut aimer le macabre. mais c'est joli. Et en France, c'est Yellow qui a édité ça. C'est pour des parties de 1 à 5 joueurs, d'une durée de 45 minutes. Et ça, c'est très précis. Ça, c'est assez rare dans un jeu, mais effectivement, ça dure... Sauf la nôtre, Ça dure ce temps-là. Oui, on a perdu trop vite peut-être. qui a Mais duré 15 minutes. Des fois, ça dure moins longtemps. Ouais. Et donc, à partir de 14 ans, alors, mécaniquement, c'est accessible avant. Après, il y a la question C'est du thème. l'univers. Ouais, il y a la question du thème et de l'univers, quoi. Après, il fait partie peut-être des jeux américains qui peuvent pas, en fait, qui ont ce macaron 14. Même parce que, par exemple, Marvel United, il Ouais. était estampillé 14 ans parce qu'aux États-Unis ils peuvent pas, parce que pour avoir les droits pour des âges plus jeunes, c'est compliqué. Du coup, il le laisse 14 ans alors qu'en fait il est accessible là. Bon, là, je comprends davantage, quand même, vu le thème. Ouais. Donc voilà. Un vrai Subterra-like, pose de tuiles. Sauf que là, on va pas essayer de s'enfuir d'une grotte en fuyant des horreurs. On est prisonnier d'un labyrinthe maudit, globalement. Qui en fait qui est sphérique aussi, c'est-à-dire que vous pouvez pas en sortir. Si vous arrivez à l'extrémité du labyrinthe, vous ne faites que recommencer de l'autre côté. Et vous êtes donc de vous promener dans ce dédale de couloirs à la recherche de la sortie, et avant ça d'une clé pour sortir. Seul problème, vous n'avez pour vous éclairer qu'une bougie, et ça c'est toute la particularité du jeu, c'est que ça va éclairer en gros la tuile où vous vous trouvez et les tuiles autour. Et donc, dès que vous avancez d'une tuile, les tuiles qui étaient derrière vous, en fait, deviennent plus éclairées, et elles disparaissent, elles sont carrément retirées du plateau, ce qui fait que si vous revenez en arrière, c'est pas forcément la même trajectoire, le labyrinthe se reforme, en fait. C'est un labyrinthe mouvant. Voilà, il y a un petit côté cube pour ceux qui ont la référence cinéma. Donc voilà, à peu près pour l'histoire. Alors, il n'y a pas bien entendu que cette histoire de tuiles qui bougent. Vous aviez dans Subterra les horreurs. Alors là, c'est pareil, il y a des monstres. Et c'est des monstres qui en fait vont détecter votre présence si vous bougez. Donc si vous entrez dans leur champ de vision ou vous en sortez, ils attaquent. Alors ils font des attaques qui ont l'air pas méchantes en soi, comme ça, si on voit une sorte de souffle. Et en fait, ça va globalement accélérer la partie de jeu où vous en défaussez des tuiles. Problème, ça peut être les tuiles où il y a les sorties, les tuiles où il y a les clés. Donc ça va vachement vous pénaliser. Et ils éteignent votre bougie, et vous vous retrouvez dans l'obscurité. Et quand vous êtes dans l'obscurité, en gros, vous voyez plus que votre propre tuile, donc vous avancez à l'aveuglette. Et ça, c'est quand même assez bien rendu par le jeu. De toute façon, l'ambiance, c'est aussi un des gros points forts de ce jeu. C'est que, alors clairement, il le conseille, il faut le jouer vraiment un peu dans la pénombre, avec une lumière un petit peu tamisée. À la bougie. Hein. Il propose, il y a sur Spotify la playlist qui va avec le jeu, histoire c'est du bruit de vent là dans les couloirs et tout, ça vous met bien dans l'ambiance. Donc voilà, faut se plonger dedans. C'est vrai que si tu joues en mode dans une pièce super éclairée avec du bruit autour de toi, c'est peut-être plus dur de rentrer dans l'ambiance et on va peut-être passer à côté du jeu. Ouais, ce serait dommage. Alors que voilà, c'est vraiment un de ses points forts, il est assez immersif, quoi. Alors moi, ce que j'en ai pensé, alors la vraie question, depuis le début, enfin moi je suis un grand fan de Subterra, je l'ai déjà dit, et je suis à la recherche depuis hyper longtemps du nouveau Subterra, donc j'en ai essayé plusieurs sans vraiment trouver son remplaçant. Et la question était, est-ce que Piège Obscur va remplacer Subterra ? C'est assez intéressant parce que par exemple ce mois-ci je suis à 5 parties de Piège Obscur, ce qui est pas mal comme je dis parce que moi je joue à
plutôt plein de jeux plutôt fait que de déjà rejouer pas le mal, même. Ouais. Et à 0 Subterra. Donc, et est-ce qu'il est mieux? En fait, je sais pas s'il est mieux, il est légèrement différent. Mais pourquoi il sort beaucoup plus que Subterra? Bah, c'est sa durée de partie qui est vraiment maîtrisée. Il y a, voilà, pourtant c'est comme dans Subterra, on défausse les piles et quand il n'y a plus de tuiles, la partie est finie. Mais il y en a quand même moins que dans Subterra, et ça va relativement vite, parce que dès que vous croisez des monstres, bah, vous défaussez des tuiles. Ouais. Et bon, là on a fait une partie avant-hier, où il y a un monstre qui déclenche un monstre, bon, on perd 7 tuiles en un coup. Oui, ça fait mal. C'est quasiment 1/5 du paquet. La partie, elle est bien accélérée, quoi. En dehors de ça, je trouve que c'est une super édition. Ouais, les petites clés. Ouais, tout est chouette hein, pour montrer. Donc la boîte est belle. Bon, le plateau de jeu est bien obscur, mais toutes les illus qu'il y a sur le paquet sont chouettes. Il y a des petites clés qui sont en métal, si je les trouve là-dedans. Vous n'allez rien voir, mais vous pouvez entendre, ça fait un bruit de métal. Et puis il y a cette petite bougie. En fait, toutes les tuiles, vous les mettez dans un support qui est en forme de bougie. L'équivalent un peu de la Ouais, tour. on le voit sur le côté, on voit même Ouais. les coulures un Voilà. peu et tout. L'équivalent un peu de la tour AD dans Wingspan, c'est un peu la même idée, quoi. Et en fait, donc vous enlevez les tuiles au fur et à mesure, et c'est la bougie qui fond. Et quand vous êtes arrivé, quand il n'y a plus de bougie, votre bougie s'éteint. Et on meurt dans le labyrinthe. Mais non, on meurt pas. Ah bon Le labyrinthe se rétracte, il faut que tu arrives à la sortie avant qu'il n'ait complètement... Mais si on sort pas. Ah bah si tu sors pas, ouais, tu meurs. On meurt. Tu meurs dans le labyrinthe. Tu erres indéfiniment dans le labyrinthe. Donc c'est vraiment une chouette édition, c'est super bien illustré. Donc ça fait partie du plaisir d'y jouer également, quoi. Après, voilà, ça, Subterra, il n'avait pas grand-chose à lui envier à ce niveau-là, parce que Subterra, on peut jouer à la lumière noire pour Oui, il faut jouer dans le nord et tout. Donc c'était aussi, il y avait des bonnes idées aussi, quoi. Niveau nombre de joueurs... Alors, il marque de 1 à 5. Moi, je l'ai testé à 3, à 4 et à 5. 4 et 5, c'est très bien. À partir de 3 et en dessous, en fait, 3, on va émuler un joueur, un quatrième joueur. C'est ouais. C'est pas vraiment gênant. Ça fait un petit moment de réflexion commune en plus. Pourquoi pas. À 2, on va faire comme dans Subterra, on va prendre 2 personnages chacun. Donc voilà, bon, vous voyez le mécanisme. En gros, on va simuler des joueurs. En gros, il est prévu pour 4 ou 5. Et en dessous, on va simuler des joueurs. Moi, ça me gêne pas. Après, effectivement, du coup, la question, elle se pose, si vous êtes que 2, peut-être qu'il y a de meilleurs jeux à jouer que celui-ci, quoi. Enfin, de meilleurs. Après, c'est l'ambiance, je pense qu'on a envie d'y jouer, donc c'est ça qui va faire qu'on va choisir celui-là plutôt qu'un autre, c'est qu'on... Oui, bah c'est sûr que si tu veux faire un jeu de tuiles coop et que t'as qu'une heure devant toi, même à 2, ça t'enlève les choix, quoi. Niveau durée de vie, alors nous on l'avait joué, toi tu l'as joué en mode facile. On a commencé dans le et jeu. on s'est fait défoncer. Dans le jeu, il y a... Ouais, mais en fait, c'est vrai que ça reste un jeu de tuiles, et dans un jeu de tuiles, il y a toujours un côté un petit peu hasard où tu peux gagner ou perdre facilement selon le tirage. Tous les jeux de tuiles fonctionnent comme ça. Donc là, dans le jeu de base, tu peux gagner assez simplement ou perdre. C'est vrai, des fois un peu rapidement. On a commencé à essayer de le complexifier, parce que dans les règles, ils te rajoutent des monstres. Ouais. Ils te rajoutent aussi des règles écrites que tu peux appliquer. Par exemple, ils disent transformer le jeu en communication limitée. Tu peux parler. Alors donc toi, tu peux toujours parler, mais ne peuvent te répondre que ceux qui sont dans le même couloir que toi. Okay. Sachant que t'es pas souvent dans le même couloir que les gens, parce que ça risque de faire s'il y a une attaque de monstre, vous allez prendre tous les deux. Donc on essaye d'éviter de se retrouver dans le même couloir. Donc ça, j'aimerais bien le tester, parce que bon, j'aime bien la communication limitée, moi, et je pense que ça doit rajouter un petit niveau de stress assez sympathique. Donc ça, et puis après, il y a des nouveaux monstres qui peuvent apparaître et qui ont des pouvoirs différents. Bon, on a testé juste en rajoutant le monstre, en gros, de niveau 2. Ouais. On s'est fait marcher dessus. donc voilà. Mais du coup, j'ai pas fini... clairement, j'ai pas fini d'y jouer, parce que rajouter tous les monstres, tester un peu les règles... petit bémol, là où il est peut-être un petit peu moins bien qu'un Subterra, il est peut-être un peu moins fun qu'un Subterra. Subterra, vu qu'il y a ce côté où tout le monde n'a pas besoin de sortir vivant du labyrinthe, tu vas pouvoir voir si t'as un mec qui est parti tout seul dans son coin, creuser la grotte, au bout d'un moment tu dis on va te laisser crever là-bas, puis nous on va sortir par là-bas. Et ça met un petit côté fun, on en rigole dans le jeu, etc. Il manque un peu ça, parce que là tout le monde doit sortir, donc tout le monde a la même pression. Et il manque le petit côté asymétrique des personnages de Subterra, et ce petit truc sympa en début de partie où tu prends un personnage plutôt qu'un autre. Là, dans Piège Obscur, tout le monde reçoit sa carte de perso qui est de couleurs différentes, et c'est vrai que tu la lis en disant « Ah, qu'est-ce qu'il fait mon perso ?» Ils ont tous exactement les mêmes pouvoirs. Est-ce que dans la version Kickstarter que tu disais, peut-être qu'il y a une asymétrie dedans? Je sais pas. Je crois que la version Kickstarter, le matériel est un peu mieux, mais au niveau règles, je suis pas sûr qu'il y ait des différences. J'ai pas... Ouais, non, mais il est très très cool à l'extrême, ce jeu.
Si t'as l'occasion de l'essayer, pour moi, faut vraiment foncer. Alors moi, je suis fan de coop, donc j'enfonce des portes ouvertes. Ouais. Mais voilà, bon, je suis fan de coop, je suis fan de Subterra. Mais c'est vraiment une chouette édition, c'est du bon boulot, je pense que ça a une bonne durée de vie. Tu vois, une petite extension qui sortira dans quelques mois pour ajouter des personnages asymétriques, un petit monstre ou deux en 3D, parce que les monstres, c'est des tuiles, c'est vraiment un jeu de tuiles. Il y a moyen de bien prolonger l'expérience de jeu. Ouais. Donc, il est pas loin du coup de cœur, là. Mais j'avais dit, hein, c'était dans mon bilan, je sais plus où il était dans mon top. T'avais mis une 8, ouais, t'avais mis assez loin, mais t'avais J'avais dit mis qu'il assez, serait... voilà, j'avais mis assez loin. Donc ça, c'est sûr, tu vas tricher, tu vas le mettre dans le top 2023, ça. Ouais, ça, on verra. Ouais. Pour l'instant, il monte dans le classement, c'est sûr, ouais. Donc voilà, moi j'y joue quand vous voulez. Donc, allez, je te rends la main. Bah du coup, moi, je peux peut-être en parler quand même. Ah oui, excuse-moi. Bah oui, je te rends la main, je te rends la parole, vas-y. Non, bah du coup, en fait, j'ai fait qu'une partie, donc je suis un peu triste et je peux pas en parler trop, mais moi, je l'avais vu et graphiquement, il m'avait plu. C'est pour ça que je t'en avais parlé, parce que je sais que tu cherchais des coops. Et franchement, voilà, graphiquement, je l'avais trouvé super beau et je me suis dit, celui-là, ça vaut le coup. Les retours étaient très positifs que j'ai pu voir par les différentes vidéos que j'ai pu voir. Les retours étaient très bons. Ouais, et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler finalement, même si j'ai vu des vidéos et des retours bons. Parce que les gens n'aiment pas les coops. Ça, c'est pas vrai, parce que regarde Pandémique. Bah, pendant longtemps, il est resté dans les cartons. Hein. Ouais, je sais pas. Et du coup, mais par contre, ce que tu disais qu'il est pas fun, mais il est pas fait pour être fun. T'as une ambiance qui fait oui, que... non, c'est pas fait donc pour voilà, être fun. il est pas fait pour... Oui, mais... Oui, c'est le côté différenciant d'un Subterra. Subterra, ça fait partie du... Nous, on y joue parce qu'on se marre quand on y joue. Subterra, c'est quasiment pour rigoler, quoi. Là, tu rigoles pas. Mais c'est vrai que c'est lent, parce que j'étais étonnée, en fait, moi, à la première partie, en fait, tu m'expliques les règles, et en fait, je me dis, mais on n'a pas d'action. En fait, l'action, c'est j'avance, j'avance pas. Et en fait... Si on met pas l'ambiance, c'est clair et net que du coup, ça perd de son essence, quoi. Il est beaucoup plus dans la réflexion en fait, parce que t'as vraiment des erreurs qui pardonnent pas, donc faut vraiment te dire. L'action, il y a pas. Finalement, le jeu est simple en soi, c'est j'avance pas, mais. Ouais, je reste sur une case, je tombe dans les un truc. Ouais, il y a pas mal de petits trucs quand même. Ouais. Mais du coup, j'ai hâte de faire une autre partie. Et Mais quand tu veux, il est là. Et ben voilà, on y va. Alors, ton deuxième jeu ? Mon deuxième, donc je vais parler de Colorado, qui est édité donc chez Silex. Ah oui, j'avais pas dit du coup que c'était Cocktail Game qui n'ont pas été... Bon, je vais pas enfoncer la porte de Cocktail Game et de l'As d'Or. Petite parenthèse. Donc je repars donc sur Colorado, qui est édité chez Silex, qui est un call and write. Donc malheureusement, je vais pas citer tous les auteurs, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'était tous les... En fait, ils ont mis les personnages, en fait, j'avais pas vu sur la boîte. Je croyais que c'était les auteurs, mais du coup, c'est les personnages du jeu. Donc, c'est Joachim Thome et Emir. Oula, Dusmuziev. Oui. Voilà, excusez-moi. Donc, en fait, c'est un... Donc, call and write, pourquoi ? Donc, en fait, c'est un mécanisme de jeu de cette famille. Donc, on va appeler une carte à un des joueurs, et si le joueur est là, il va devoir nous la donner. Donc, c'est juste cette mécanique, mais du coup, il est quand même beaucoup plus complexe. Donc, en fait, le but, ça va être d'essayer d'explorer l'Ouest américain. Donc, on va avoir une carte où on va pouvoir explorer des villes. Mais ces villes, en fait, elles sont juste représentées par des cases à cocher et qui sont des bonus. Donc, en main, en fait, on va avoir des cartes. Et comme j'ai dit, en fait, chaque famille, donc il y a 6 couleurs. Et ces 6 couleurs, il y a 3 chiffres, le 1, le 2, le 3. Et chaque famille de couleurs est représentée par un personnage, son outil, on va dire, et son moyen de transport. Le but, ça va être d'appeler. Donc c'est là où il y a une interaction assez forte qui est assez rare dans ce type de jeu, dans ce qu'on appelle les roll and ride, donc des jeux à cocher, à feutre, comme dans Super Mega Lucky Box. On va pouvoir donc, à son tour, choisir un adversaire et lui dire « Est-ce que tu as le 2 bleu ?» Donc s'il l'a, il est obligé de nous la donner. S'il l'a pas, il nous donne un bleu ou un 2. Et s'il n'a pas, là on pioche au hasard. Donc on récupère quand même toujours une carte. Les illustrations sont plutôt sympas, voilà. On va dire que les illustrations, je pense que ça peut être... Il y en a qui ça va plaire, il y en a qui ça va pas plaire. Moi, ça me gêne pas, ça sert au jeu, en fait. Ouais, c'est du western cartoonesque, quoi. Ouais, donc... Je montre, mais on verra pas. Après, c'est plutôt... l'iconographie est plutôt claire, et ça, c'est plutôt bien, parce que c'est très lisible. Donc, comme je dis, on appelle une carte, on l'a pas. Ensuite, on va pouvoir enchaîner des bonus, parce que chaque famille, en fait, va nous donner une action. Donc, dans le jeu, en fait, il y a 6 couleurs,
et 2 familles nous donnent la même action à chaque fois. Donc l'action, ça va être soit de récupérer des pépites. Ces pépites vont nous permettre après d'acheter des cartes ou de poser des cartes en fonction de la valeur de la carte. Si on veut mettre un 3, on donnera 3 pépites. Donc ça, c'est une des familles, enfin 2 des familles. Il y a des familles qui nous permettent de cocher. Donc là, on peut peut-être montrer quand même... Ah, trop tard, j'ai fermé. Ah, t'as fermé. Donc on va avoir cette carte de l'Ouest américain et du coup, on va pouvoir cocher une case et avancer pour explorer comme ça les territoires. Parce que c'est ça qui va nous donner le plus de points à la fin. Plus on découvre des régions, plus on complète des régions, plus on va marquer des points. Et il y a une troisième... Vas-y, continue. Donc la troisième action, ça va être de pouvoir récupérer des nouvelles cartes, parce qu'à un moment donné, on n'en a plus en main, ou de défausser des cartes pour pouvoir en poser. Donc voilà, donc là, en fait, en soi, les règles sont plutôt quand même accessibles, et c'est ça que moi j'ai bien aimé, c'est vraiment un jeu de 7 familles, mais vraiment revisité. On appelle nos cartes, si on les a, donc c'est ça où il y a l'interaction, donc ça change un petit peu, je trouve, parce que du coup, on va dire, est-ce que tu as le 2 bleu? Non, ah merde. Et en fait... voilà, ça oblige à discuter, à finalement échanger avec les autres. On pose nos cartes et si on complète des familles, on va pouvoir redécouvrir des nouvelles régions et on coche. Donc en soi, moi je l'ai trouvé... j'ai vraiment aimé y jouer. J'ai fait une partie à 2 et une partie à 3. Dans la partie à 3, c'était il y a quelque chose de plus intéressant parce que du coup, il faut choisir la personne à qui on va demander la carte. Donc peut-être que l'autre l'avait, et voilà, donc il y a ce petit côté-là. Après, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que quand on demande une carte, en fait, on joue en simultané. C'est-à-dire, moi, je demande le 2 bleu. Si la personne a le 2 bleu, l'action, en fait, elle va être disponible pour tout le monde. Donc, tout le monde va jouer. En fait, tout le monde joue à tous les tours. Même si, du coup, qu'on ait la carte ou qu'on n'ait pas. C'est ça qui est le plus surprenant dans le jeu, je trouve. Parce que du coup, tu penses que vu que si tu demandes une carte et qu'on te la donne, tu te dis, bah, j'ai gagné un truc... Bah si, parce que toi, potentiellement, tu complètes une famille. Certes. Donc, potentiellement, si t'as le bon Mais appel... je m'attendais quand même à avoir que moi le pouvoir. Ah ouais. Bah, ça reste un jeu justement quand même un peu d'ambiance normalement, donc il est fait dans ce sens-là et puis accessible, je pense qu'il est fait aussi pour être quand même jouable avec plus de monde. Donc voilà, il se joue donc pareil, il est marqué 14 ans, donc ça je pense que c'est pareil, hein, j'ai pas dit 14 ans et plus clairement, je pense. Ouais, je pense que 10 ans, je pense. Ouais, 10 ans, je pense que c'est bien. Donc c'est 9 ouais, je pense que 9 ça passerait. Hein. Ouais, voilà, 9 suivant sur si c'est des joueurs. 9 sur des enfants qui savent jouer, je pense que moi, mes filles, ça passerait. Hein, je vois pas de grosses difficultés dedans. Ouais. Les dessins sont sympas, le côté cette famille, ça marchera avec des enfants. Ouais, ça me ferait pas peur de le faire essayer à mes filles. Ouais. Donc voilà, 2-4 joueurs, et pour des parties de 45 minutes, je pense que ça correspond. Mais franchement, moi justement, c'est ce côté finalement accessible et simultané que j'aime bien, c'est on demande une carte, potentiellement, bah, tant mieux pour nous, on complète une famille, et après tout le monde joue, donc ça peut chacun déclencher des bonus, mais ça permet qu'il n'y a pas trop de temps mort. Et tout le monde joue en même temps, tout le monde a joué le même nombre de tours et voilà, moi franchement je le conseille vraiment et il peut se jouer jusqu'à 4 et pour moi il peut se jouer avec presque tout le monde aussi. Bon, il est quand même un peu moins accessible forcément qu'un Super Mega Lucky Box en termes de règles, c'est vraiment pas le même genre. Non, mais... Le Super Mega Lucky Box, tu frôles vraiment le jeu d'ambiance. Oui. Bah là en fait ça dépend, vu que ça dépend comment tu appelles, enfin je pense qu'il y a moyen de générer... C'est pas un jeu d'ambiance, c'est pas drôle en soi. C'est pas drôle, mais bah, si tu le prends au pied de la lettre, Super Mega Lucky Box il est pas drôle. T'as toujours le côté bingo, le côté qu'on retrouve même dans un paquet de chips typiquement, où tu dis le 7, non mais pas un 2, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un 2 ? Et cette réaction des gens elle provoque l'ambiance, tu vois. Oui. Et du coup, ouais, franchement, moi je suis très contente du jeu, je suis pas du tout déçue. Et moi, en fait, c'est ce mécanisme de combo et à chaque fois d'action et d'action-réaction et de chaînage, en fait, à chaque fois, bah, moi, ça me plaît bien. Et là, je le retrouve dans une mécanique un peu différente, dans un jeu à cocher. Donc, j'ai pas beaucoup de défauts. Après, c'est peut-être sa durée de vie, à voir si finalement, on fait pas toujours la même chose, mais... En fait, il y a vraiment... Comme dans tous les Roll and Ride. Bah en fait, là, dans celui-là, il y a quand même beaucoup de manières de scorer. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait que les régions pour scorer. Mais en fait, on peut aller chercher des wanted. Et si on est le premier à faire tous les wanted, on fait 15 points. Et du coup, je pense que par contre, il faut vraiment choisir une stratégie dès le début. Si on se disperse, on fait un peu de tout, on fait rien. Et du coup, on se fait laminer. Mais si on dit, vas-y, cette partie-là, je tente. Je vais essayer de cocher tous les petits wanted. Faudrait poser la question au troisième joueur qui a joué quand nous, on a joué ensemble. Parce que pour le coup, il s'est fait laminer, alors que nous, on était devant, on devait être à pas beaucoup de points d'écart.
Ouais, j'ai fait une remontada, comme ça. Et ouais, mais tu vois, il avait la moitié de nos points. Donc, quelle a été son erreur? Mais je pense qu'il s'est dispersé, en fait, Et c'est ça. d'aller chercher les régions. Il y a des régions qui donnent beaucoup plus de points que d'autres. Et finalement, il vaut mieux faire plein de petites régions qu'une grande, quoi. Et je pense que c'est là où il s'est pris les pieds dans le tapis. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Oui, j'ai bien aimé la partie. Est-ce que j'ai pas trouvé ça un poil long? Mais bon, je suis pas un grand joueur de Roll and White, à part Welcome to the Moon, que j'ai mis premier de mon top. Non, on parle plus, ça. Non, j'y rejouerai. J'y ferai jouer mes filles. Oui. Est-ce que je l'achèterai? C'est pas sûr, parce qu'effectivement, la durée de vie, je suis pas sûr qu'elle dépasse quelques mois, quoi. Mais ouais, je pense qu'en tout cas, si vous jouez un peu à 2, ça marche. Si vous jouez souvent à 3-4, il marche aussi dans des jeux assez faciles quand même à sortir. Moi, je m'attendais quand même à plus... En fait, à un jeu de cette famille. Alors, pas forcément plus d'interaction, mais je m'attendais à plus de monde. Enfin, il y a que 6 familles et il y a que 3 personnages. Donc, au final, tu demandes toujours les mêmes cartes. Et du coup, je m'attendais à plus de personnages et plus de pouvoirs. Alors, c'est pareil, est-ce que c'est de la place pour une extension? Je sais pas. Mais là, en gros, quand tu demandes le 1, le 2 ou le 3 d'une famille, tu le demandes vraiment juste pour compléter ta collection de cette famille-là. Ouais. Et pas du tout parce que le pouvoir t'intéresse. Ouais, ah si, en fait, parce que justement, en fait, la première partie, on y joue un peu comme ça, mais en fait, après, tu rejoues si tu demandes une carte, tu peux très bien dire aussi, vu que s'il l'a pas, il me donnera forcément cette couleur, et cette couleur, en fait, elle te donnera l'action, parce que toi, tu veux cocher une carte, ou si t'as plus de cartes, tu vas en piocher, mais tu vas pouvoir quand même faire en sorte t'as des familles qui ont le même pouvoir, alors que c'est des couleurs différentes. Oui. Et t'as que 3 personnages par famille, donc parce qu'il veut rester accessible, et si tu mettais trop, il deviendrait vraiment, là, peut-être plus complexe. Mais c'est peut-être ça qui m'a manqué quand même. Je pense que c'est une petite extension pour le complexifier, mais je pense que plus on y joue, et plus on peut... Il y a des subtilités de jeu qu'on voit pas. C'est pas une extension sur un Roll and White. Bon, pourquoi? Allez, welcome tout court. On est obligé de dire welcome tout court maintenant. J'ai pas acheté l'extension à Welcome to Court. Moi j'ai acheté parce qu'il y avait l'extension au Noël, zombie. En plus, je te dis ça, mais j'ai Welcome to la petite mort. Alors, non, tout est possible. Jamais. Et très futé, ils en ont fait plein. Bon, c'est pas des extensions, mais bon. Oui, c'est ça, en fait, ils refont les autres Roll and White. Ça devient des Roll and White plus complexes, puisque aujourd'hui, on peut trouver même des Roll and White experts, là, Twilight Inscription. Qui est un Roll and Write expert, et du coup voilà, ils ont changé. Là au départ c'était les gens ont dit du bien aussi. Voilà, et normalement c'était une gamme à la base qui était pour des petits jeux hyper accessibles, et ça s'est très développé, et maintenant on en trouve dans toutes les catégories. Donc en tout cas voilà, n'hésitez pas à l'essayer. On a dit le bingo revisité, la 7 famille revisité, et pas un truc revisité. Moi je passe au truc que tout le monde attendait à Noël, et ça c'est quand même étonnant que ce soit moi qu'on parle. Ouais. Ça devrait être toi. Bah ouais. Ça devrait être toi qu'on parle. Mais j'ai pas eu le temps de l'essayer. Voilà, allez. Je me cache, voilà. Tu sais quoi, je vais parler de Wingspan Asie. Alors, un jeu que je n'ai pas officiellement. Ah bon, pourquoi ? Puisque ce jeu appartient à ma fille. Ah oui. Elle te l'a prêté, c'est gentil. Oui, je lui ai demandé l'autorisation si elle pouvait me prêter sa boîte de Wingspan Asie pour ce soir. Alors, classiquement, c'est un Wingspan, donc c'est un jeu de et illustré par Elizabeth Hargrave. Moi, j'imagine qu'on le dit comme ça. Donc, qui est l'auteur notamment de Wingspan et de Mariposas, mais qui a moins percuté, quoi. Et c'est à la fois une extension et à la fois un standalone, donc un autre Wingspan. Voilà, c'est les deux. Un standalone, on peut peut-être dire, c'est un jeu indépendant. C'est un jeu à part entière. Il peut se mélanger avec le premier, ou il peut se jouer tout seul. En fait, tout simplement, à 1 ou 2 joueurs, il est standalone. 3, 4, 5, c'est une extension pour Wingspan, une extension classique, pas comme Océanie, plutôt comme Europe. Et à 6 ou 7, et ça c'est une nouveauté, ça redevient une extension pour vous permettre de jouer à beaucoup plus nombreux à Wingspan. Je jouerais pas... Avec ceux qui ont joué à Wingspan, est-ce que vous y joueriez à 6 ou 7 ? Ouais, ou est-ce que vous l'avez essayé à 6 ou 7 ? Ça m'intéresserait vachement de le savoir. Moi j'ai pas essayé non plus, et j'avoue qu'à 6 ou 7, c'est pas tout à fait le genre de jeu que je lancerais, quoi. Moi, je l'ai testé, du coup... Alors, attends, j'ai pas fini la présentation. Donc, c'est à partir de 10 ans. Moi, mes filles, elles jouent à Wingspan classique depuis 8 ans, donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour descendre un petit peu. Pour des parties d'1 heure, 1h30, ça change pas la durée d'un Wingspan classique. Et c'est chez Stonemaier Games. Du coup, moi, j'ai eu l'occasion de le jouer en duo, donc en mode standalone, et en tant qu'extension au Wingspan classique. Alors...
Pour vous expliquer comment ça marche, je vais juste m'attarder. Alors, la partie extension 4, 5, 6, c'est vraiment C'est des plateaux supplémentaires. comme Europe. C'est des cartes supplémentaires, des bonus supplémentaires. C'est exactement comme Europe, donc je ne m'attarde pas dessus. Et du coup, la version duo, là, il y a une différence. Puisqu'en fait, tout simplement, il y a un nouveau plateau. Alors, je vais montrer ça après. Alors déjà, c'est une petite boîte, et elle est très très pleine. Ouais. Donc ça, elle est très très pleine, et c'est une édition aussi écologique. Ils ont supprimé tout le plastique. Par exemple, dans Wingspan, vous aviez des supports de cartes en plastique. Ça a disparu. Il n'y a plus que des trucs en carton et des sachets en amidon, et plus en plastique. Donc bon, il y a quelques sachets en plastique. Je crois qu'il y en avait un ou deux dans la boîte, ça m'a surpris. Mais nous, on a rajouté en plus un ou deux pour continuer à ranger. Mais donc voilà, tout est en plus ou moins recyclable, recyclé. Et donc la grande nouveauté de ce Wingspan, c'est, je vais y arriver, il est planqué dans le fond, c'est le plateau du haut, qu'il faut bien aller chercher. Ouais, tu sais quoi, j'accélère. Mais tu ne m'aides pas. Ouais, c'est moi qui vais tout. J'aime bien devoir galérer en fait, je trouve ça plus marrant. Donc voilà, vous avez... Tout ça pour ça. Voilà, tout ça pour ça. En fait, c'est ça la nouveauté, c'est ce nouveau plateau de jeu. Alors pour le podcast, ça va pas bien rendre. Donc en gros... Arrête de bouger, attends. Qui représente les 4... C'est vrai que je gigote. Qui représente les 4 zones du jeu, à savoir le marais, la forêt, qu'est-ce que l'eau, enfin je sais plus comment on les appelle. Voilà. Donc voilà, ça, et c'est la principale nouveauté. Vous allez jouer comme dans Wingspan classique. La prairie. La prairie, ah ouais. Ouais, c'est ça. Forêt, prairie, marais. Voilà, j'avais bon. Donc vous jouez comme dans Wingspan classique. Vraiment aucun changement dans Wingspan classique. Sauf quand vous jouez une pose d'oiseau, comme dans Wingspan classique. Pas de différence. Et au moment où vous avez fini votre pose d'oiseau, vous pouvez prendre un de vos petits jetons qui a une sorte de demi-yin and yang, donc un yin ou un yang, et vous venez la poser sur un des emplacements de ce plateau-là. Donc si vous allez jouer un oiseau dans la forêt, vous devez venir poser votre petit jeton sur une des cases forêt. Mais ces cases-là, elles ont des conditions. Donc par exemple, elles ne vont accepter qu'un certain type de nid, qu'une certaine taille d'oiseau ou un certain type de nourriture. Donc, vous devez respecter non seulement le lieu, l'endroit où vous avez posé votre oiseau, et cette condition-là. Et qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va apporter que, globalement, vous allez avoir des oiseaux, vous allez avoir des bonus, en fait, des objectifs de fin de partie, qui vont être liés au placement des jetons que vous avez fait dans ces parties-là. Donc, en avoir un par ligne, avoir une certaine forme, des trucs comme ça. Et... aussi, quand vous posez votre jeton sur un oiseau, ça peut déclencher des bonus. Et du coup, en fait, ce n'est que ça. Ça paraît vraiment pas compliqué. Le premier sentiment, c'est... c'est tout. Et en fait, vu que vous allez vouloir... Déjà, bon, il y a les objectifs qui vont aller avec ça, mais vous allez aussi vouloir déclencher des petits bonus, parce que des fois, gagner une nourriture au choix, c'est celle qu'on veut, quoi. C'est celle qui vous manque dans votre partie de Wingspan classique, ou un œuf en plus, ou ce genre de choses. Mais en fait, vous allez commencer à choisir vos oiseaux, un peu moins au pif que dans Wingspan classique, et vraiment en disant, je veux un oiseau qui mange des vers, et qui soit dans la forêt pour déclencher ce bonus-là. Et il faut que je le fasse avant mon adversaire. Donc vous allez vraiment faire attention au choix de vos oiseaux, et à la vitesse à laquelle vous les jouez pour atteindre votre objectif. Et pour le coup, je trouve que sans amener une grosse complexité au jeu, parce que ce n'est que ça, ça amène une vraie couche de réflexion en plus. Donc j'ai trouvé que ça marchait vraiment pas mal. J'ai bien aimé ma partie, j'ai vraiment aimé ce petit plateau en plus. Après, est-ce que ça justifie si vous avez déjà le Wingspan classique, vous pouvez jouer au Wingspan classique à 2 en fait. Ouais. Donc n'achetez pas, clairement, n'achetez pas Wingspan Asie juste parce que vous voulez jouer à 2. Si vous savez que chez vous, vous êtes que 2, vous n'avez pas Wingspan, oui, prenez celui-là, c'est une bonne idée. Si vous avez déjà Wingspan, à moins que vous soyez comme ma fille à fond dans Wingspan et que vous vouliez avoir absolument toutes les extensions, elle me paraît pas indispensable, l'extension. Parce que, encore une fois, à 3, 4, 5, c'est comme Wingspan Europe, c'est des cartes en plus. Dans Wingspan, vous avez déjà une palanquée de cartes, donc quand vous en rajoutez, je sais pas combien il y en a, mais disons 200, donc vous en rajoutez 50 de l'extension, vous les voyez à peine passer. Donc c'est vraiment pas indispensable, sauf le plaisir de te dire, ah tiens, j'ai une carte là, cet oiseau-là, il est en Asie. Bon, moi, ma fille, c'est vraiment pour ça qu'elle veut, parce qu'elle veut les oiseaux de tous les continents, machin et tout. C'est son truc. Moi, j'avoue, je m'en fous un peu. Je regarde pas trop quelle carte je joue. Donc voilà.
c'est pas indispensable, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Si vous n'avez pas Wingspan, que vous cherchez un bon jeu à deux, un très bon jeu à deux, et que vous savez que vous n'allez pas jouer à plus nombreux, oui, ça vaut le coup, ça doit quand même être un peu moins cher que Wingspan. Mais Pas tant que ça. ouais, l'extension reste assez chère pour ce qu'elle est du coup. Donc voilà, c'est plus comme ça que je la mitigerais. C'est très bien, mais c'est pas indispensable. Moi, moi, je fais la collectionnite, parce que Wingspan, c'est un de mes jeux préférés. Donc, je l'ai acheté pour avoir la collection. J'ai pas encore pu le tester, malheureusement. Mais ça va bientôt arriver. Et voilà, ce que je voulais, c'était vraiment, comme tu dis, c'était ce petit plateau, en fait, qui normalement, ça amène cette petite interaction que certains... Moi, moi, je suis pas jeu interactif, donc... ça me gêne pas trop le Wingspan, si chacun joue dans son coin, on enchaîne et on fait ses bonus et tout. Surtout que c'est souvent moins frustrant parce qu'on peut pas te démolir ta partie. Voilà. Hop là, dis donc, on a perdu l'image. On a perdu l'image. Continue. Donc je vais continuer en mode podcast. Donc oui, ce petit plateau à deux, en fait, moi, il m'intéresse, en fait. J'ai envie de voir ce que ça apporte comme interaction et ce que ça peut modifier un petit peu dans la partie. Maintenant... Voilà, je sais très bien que c'est pas indispensable, mais voilà, je pense que pour la collectionnite de Wingspan, je pense qu'il faut y aller, quoi. Et ça se tente. Moi, je connais pas les oiseaux d'Asie, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, pareil, comme tu disais, un écolabel, ils essayent de faire en sorte, maintenant, dans les jeux, ça fait du bien un petit peu de... on en parlait déjà, c'était un sujet sur les boîtes et la taille des boîtes, etc. Aujourd'hui, on n'a plus de place, donc nous, on est content d'avoir des petites boîtes qui sont pleines, parce que avoir des boîtes vides, je vais montrer un jeu, là, le prochain jeu dont je vais parler, où c'est vrai que la boîte, elle est un peu vide, et du coup, c'est un petit peu dommage. Donc maintenant, voilà, Wingspan arrive à chaque fois à faire des boîtes pleines, et ça fait plaisir. Donc c'était la petite parenthèse minute écologique. Et donc voilà, pour les éditeurs, en tout cas, essayer vraiment d'aller sur ces formats avec des boîtes qui correspondent à ce qu'il y a dans la boîte, parce que déjà, en plus, les gens, il y a un côté déceptif, clairement, si on ouvre une boîte et qu'il y a finalement, il n'y a rien dedans. Donc c'est un peu dommage. Donc... effectivement, on a perdu l'image, on essaie de la... Donc j'essaie de combler. Elle revient. Non, mais elle revient. Mais comble pas, c'est pas grave, c'est bon. Donc je ne fais plus rien. On met en pause ? Mais non. Continue. Donc l'image devrait revenir... Je me suis coupé la tête. L'image devrait revenir sous peu, je ne sais pas sous combien de temps. Continue. Ouais, non, mais je continue. Donc voilà, donc avant de passer au jeu suivant, tu veux faire quoi ? Une minute... Une minute As-d'or. Minute As-d'or. Donc, Ark Nova, qui est mon top 2 de l'année 2022. On espère, enfin, moi j'espère qu'il aura l'As-d'or expert, évidemment, parce que pour moi, c'est le meilleur jeu expert l'année dernière. Bon, j'en ai pas testé 15 000, mais bon. C'est ça, on est mal placé pour dire ça, parce qu'on n'a pas testé 15 000, et notamment, on n'a pas testé Carnegie. Ah, apparemment, c'est bon, l'image est revenue, mais pas chez nous, tiens. Ouais, c'est rigolo. Attends. Ah ouais, mais si, c'est parce que nous on a mis pause. Ah, voilà. Je savais pas qu'on pouvait faire pause. Bon, du coup, on est voilà. Donc, je veux passer. On arrête là. Voilà. C'était la partie As-d'or expert. Petite. C'était pour combler cet interlude. Donc, je passe dans le noir. À mon dernier focus, qui est ici. Alors, on va pouvoir faire. Tiens, tu vas pouvoir ranger. Tiens, fais du ménage. Ah, le problème des boîtes bien pleines, c'est que tu mets aussi plus de temps à les remplir. Voilà. Donc moi, je vais parler de Roa, qui est sorti tout récemment, ce début janvier. Le petit buzz du moment. Oh, je sais pas, je trouve pas ça buzz tant que ça. Donc c'est... un jeu de... Théo Rivière. Et Johannes Goupy, et illustré par Oli. Donc moi, cette couve me plaît bien. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a... Bon, franchement, elle m'a attiré l'œil. Donc moi, les illustrations, en tout cas, ça m'a bien plu. Je donne mon avis après. Ouais. En fait, pour le pitch, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il n'y a pas vraiment de thème, en gros. C'est voilà, la vie renaît sur Roa et on est des divinités et on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est celui qui aura le plus d'énergie vitale qui gagnera la partie. Je savais même pas qu'il y avait une histoire. Voilà, le pitch c'est assez rapide. Tant mieux. Ça m'évite d'apprendre
l'histoire. Alors, je vous montre la boîte pour vous expliquer la boîte un peu vite. Alors, donc c'est édité par... Alors, je redis, Greux Games. c'est édité par Greux Games. Et du coup, je ne l'ai pas dit, c'est pour 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus. Et c'est des parties de 45 minutes, je pense que ça correspond à peu près. C'est les éditeurs de Nidavellir, qui est aussi un de mes jeux favoris depuis pas mal de temps, même toi aussi, je pense que Nidavellir est un bon jeu, et je pense que... J'y joue pas assez. Non, on n'y joue pas assez. C'est un bon jeu qu'on aurait dû s'ancrer plus comme un classique et il peine à le devenir. Et du coup, je pense qu'ils ont gardé la même boîte que Nidavellir. Pour des coûts, je pense que restreints, je pense que c'est la même taille de boîte, sauf que bah voilà. Est-ce qu'on est triste? Non, il est pas là. J'étais parti voir si j'avais Nidavellir. Est-ce qu'on est triste ou C'est pas? vrai que on en a parlé dans notre dernier épisode, ils en ont parlé aussi dans les... c'était le dernier C'est Dispo ou celui d'avant, où il disait que tout le monde s'attend à ce que 2023 soit l'année des boîtes pleines, des boîtes réduites, même d'un point de vue économique et écologique encore une fois, parce que dans les conteneurs ça permet d'en mettre plus. Mais je pense que du coup, je te dis, ils ont vraiment gardé le format de Nidavellir, comme ça ils ont la même boîte. Bah c'est parce qu'il y a ça, hein, c'est parce qu'il y a des systèmes comme ça, où juste pour pouvoir mettre Oui, ça, mais il non, faut un gros carré. Mais non, parce que regarde, hop, ils pourraient la faire Oui, il pourrait la faire plate. Il pourrait la faire plate, de la même taille que celle-là, en fait en largeur, comme Colorado. Voilà. Et ben déjà, on gagne quelques centimètres en fait. En fait, vous voyez rien. On peut le tester en live. Attends. C'est vrai, voilà. Roa passe dans la boîte de Colorado. C'est testé, et validé et approuvé. Voilà. Donc, et là, attends, parce que du coup, on le voit plus bien maintenant. Attends, on va reculer, parce qu'on a plus zoomé. Ah ouais. Voilà, excusez-nous, c'est le hasard sur notre table. Attends, on a plus zoomé. Ah ouais, je vais dézoomer un peu. Du coup, donc voilà, on le voit. Donc en fait, au niveau de la taille, on peut gagner largement en hauteur, en largeur, en tout. Et bah, ça serait mieux pour les joueurs. Voilà. Donc il va y avoir des petits plateaux. Alors, il y en a qui n'aiment pas ce côté un peu beige, gris. Bon, voilà, c'est bien. Ceux qui n'aiment pas, lèvent la main. Bon, en soi, voilà, les illustrations, c'est minime. Enfin, Non, les illustrations, elles sont sympas. C'est la mise en couleur qui est un peu qui est terne. perturbante. mais je pense qu'ils ont voulu pour le reste ressorte. Bon, pour parler de la mécanique, c'est un jeu à combo. Donc, c'est une mécanique que moi j'aime beaucoup. Je dirais pourquoi j'ai aimé et à quoi ça m'a fait penser comme type de jeu. Donc, on va avoir des plateaux personnels. Sur ces plateaux personnels, au départ, ils ont peu d'actions et ils vont générer peu de choses. Ça se joue en 4 manches et on va faire un décompte à chaque fois qu'on arrive au bout d'une ligne. Voilà. Et donc, on va avoir un petit jeton qui va évoluer comme ça. Donc, il y a 12 manches qui est séparé en 3... Enfin, il y a 3... 12 manches. Ouais, il y a 4 Il y a manches 12 séparées tours. en 3 étapes. Ouais, c'est ça. Donc, il y a 12 tours. Et tous les 3 tours, donc, on va faire un décompte. Mais on va pouvoir activer ces lignes et ces colonnes. Si son jeton, il est là, on va activer sa ligne. Donc, il va falloir... C'est du placement, pas de tuiles cette fois, parce qu'on a des cartes. Donc, on va placer ces cartes sur son plateau personnel. Et on va essayer de les activer au mieux. Donc, il y a de l'optimisation. Donc, c'est un jeu d'optimisation et de combo, parce qu'après, on va faire pareil, des réactions et des actions en chaîne, si on a bien placé ces objets. La petite interaction, c'est que si on arrive à avoir... Donc, vous voyez, il y a des symboles, hein, on voit peut-être pas grand-chose, mais... Il y a des symboles de champignons, des symboles d'eau. Si on arrive à La prochaine aligner... fois, on aura une caméra d'incruste. Ouais, on va essayer, ouais. Et du coup, si on arrive à avoir 3 cristaux orange, par exemple, on va pouvoir récupérer la divinité orange. Et en fait, elle nous apporte un bonus supplémentaire. Et ça, on va pouvoir se l'appliquer, parce qu'on la garde tant qu'on l'a en main. Enfin, tant que personne nous la pique. Tant que personne te la pique, ouais. Est-ce que Ouais. tu la gardes tant que tu la gardes, c'est relativement logique. Ouais. Et du coup, et il y a cette petite côté interaction, parce que du coup, on va quand même regarder ce qu'on va... On va avoir un tas de cartes, et ce tas de cartes, il va rester pendant les 3 tours. Donc, on va pouvoir vérifier quand même le plateau de l'autre et voir ce qu'on lui laisse, parce que ça aussi, peut-être qu'on y a... Moi, j'y ai pas joué assez dans ma première partie à ça, de regarder le plateau de l'autre. J'ai joué un peu, déjà, je fais mon plateau, j'optimise mon plateau, j'essaie de voir. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté aussi, c'est qu'est-ce que je laisse à l'autre, parce que la personne va pouvoir piocher. Et donc, si je vois qu'elle fait du bleu, peut-être que c'est plus intéressant que moi je prenne la bleue, même si ça m'aide pas, mais ça empêche l'autre de faire des points. Et ce côté, en fait, finalement, assez interactif, je l'ai un peu laissé de côté, moi, dans ma première partie, honnêtement.
Et je pense que c'est normal parce qu'on apprend, c'est un jeu qui nécessite un peu de maîtrise parce que du coup on va essayer d'enchaîner des actions, essayer d'optimiser au mieux ces cartes. Et donc la partie interaction elle est en plus et du coup ça ferait beaucoup de choses à regarder lors d'une première partie. Mais je pense qu'il y a ce côté interactif qui est beaucoup plus présent qu'il n'y paraît. Et moi ce que j'ai aimé c'est vraiment l'accessibilité parce que c'est quand même plutôt lisible au niveau des actions. Oui. L'iconographie, tout ça est plutôt bien faite. Et donc moi, franchement, sur ça, je dis... Normalement, Gros Games, sur l'inclusion, Ouais. ils font gaffe, notamment sur le féminisme et le masculin, etc. Et sur les couleurs, c'était un des points forts de Denis Davila aussi. Ouais. Donc pour moi, l'iconographie, elle est bien faite. Il marche bien. Ça m'a donné envie d'y rejouer. Pour moi, en fait, il a exactement ce que j'aime bien dans 2 jeux que tu n'aimes pas. Donc, est-ce que tu peux deviner les 2 jeux qui m'ont fait penser et que tu n'aimes pas? Non, pas du tout. J'en ai aucune idée. T'en as pas tant que ça que t'aimes pas. Tous les unlock. Non, pas dans ces jeux-là. Donc moi, en fait, les jeux, si vous y aviez joué, c'est par exemple Res Arcana. J'aime pas Res Arcana. Bah voilà. Qui est un jeu de combo où on va essayer avec peu de cartes de les faire dans le bon sens. Parce que, en fait, là, on va pouvoir choisir l'ordre de ses actions quand on va activer une ligne. Et l'ordre est hyper important. Donc, il va falloir vraiment regarder ça. Et c'est pareil dans Res Arcana. On va pouvoir, si on active telle carte, ça va nous donner tel bonus qui va pouvoir peut-être nous déclencher le deuxième. Et le deuxième jeu qui est comme ça, que tu n'aimes pas non plus, Non, d'explorateur. Robinson Crusoe. Non, pas coop. Donc, c'est Les Ruines perdues de Narak. Qui est en Ah, c'est pas que j'aime pas. Bon, t'as pas craqué dessus. C'est pas un coup de cœur. Voilà. Et du coup, dans les ruines perdues, alors, c'est pas la même complexité. Hein. Pour moi, Res Arcana et les ruines perdues de Narak sont au-dessus en termes de complexité. Mais justement, c'est ça que j'ai aimé, moi, là, dans Roa, dans ma première partie, c'est que j'ai réussi à retrouver ce côté optimisation et combo dans un jeu un peu plus simple, plus rapide aussi, parce que les parties, quoique Res Arcana, une fois qu'on maîtrise, on fait des parties rapides, mais par rapport à Narak, qui, pour moi, ce qui me gêne, c'est que c'est trop long et que j'aime bien y jouer, mais il est un peu long. Et là, du coup, on arrive à avoir cette sensation, mais sur un jeu plus court. Et pareil, on va avoir quand même cette montée en puissance, parce que les premiers tours, on fait moins de choses. Et plus on avance, plus on va pouvoir mettre ce qu'on appelle des sports, qui vont pouvoir nous permettre de réactiver une carte. Et, ce qui est le meilleur mécanisme du jeu. Voilà, et du coup, et en fait, à la fin, sur les dernières manches, on fait beaucoup plus de choses, parce qu'on va réactiver plus de cartes. Donc honnêtement, pour moi, ça marche vraiment bien dans ce côté justement d'avoir un jeu de ce type, mais plus accessible. Les illus, j'aime bien. Et pour l'instant, je peux pas vraiment dire... Ouais, alors après, c'est vrai que, bon, les illus, oui. Les couleurs, non, le beige, puis ça va pas bien vieillir, je pense. C'est vrai que l'histoire, mais on s'en fout. Mais il y en a pas, on a plaqué le thème. Alors moi, celui auquel il me fait penser, et alors pour le coup... j'ai été le chercher parce que c'est Mu. Alors Mu, c'est vraiment quasiment exactement le même mécanisme avec des cartes qui sont séparées en 9 cases comme dans Roa, sur lequel on vient poser de la même façon des bâtiments. C'est la même chose. Il y a un peu plus dans Roa de pouvoirs qui se déclenchent, il y a les histoires de divinité et tout qu'il n'y a pas dans Mu. Donc c'est du Mu++. C'est sûr que il est probablement un peu mieux que Mu. Par contre, pour le coup, en termes d'édition, on a une boîte qui est deux fois plus petite, tu as des illus qui sont vachement plus sympas. En fait, c'est ça, ils auraient pu tout mettre dans... En fait, c'est pareil, cette boîte-là. Et puis tu vois, la lisibilité du truc, voilà. Un petit mélange des deux, ça serait sympa, mais ça, c'est trop terne, c'est trop triste. Quand tu peux avoir un mu à côté... Mais je pense qu'ils ont mis beige, justement, pour que les couleurs... Bah là, on voit pas, enfin, sur le plateau que j'avais tout à l'heure, en fait, pour que le violet, le jaune, pour que les... Ah mais non, mais la boîte, ça va pas, hein. Clairement. Donc voilà, donc pour moi, c'est marrant parce que Mu, c'est un jeu que j'ai acheté... Alors clairement, je l'ai acheté que pour le nom, parce que c'est quelque chose qui me parle à moi. Au final, c'était une bonne surprise, c'est un petit jeu qui est sympa, sur lequel il manque effectivement une dimension. Je pense que cette dimension-là, on la retrouve dans Roa, au prix d'une édition que je trouve moins sympa, au prix aussi d'une durée 2 fois plus longue. Mu, c'est 20 minutes max. Il est peut-être même un peu plus facile à expliquer Roa que Mu. Mu, ouais. il est un petit peu... ouais, j'ai eu du mal, moi. Il est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, il y a un petit mélange dans les deux à faire qui aurait rendu le truc plus cool. Mais franchement, Roa, il y a une courbe de progression aussi qui est, je pense, assez importante.
la première partie, on pense pas à tous les combos, tout ce qui peut aller ensemble, et je pense qu'il y a une marge de progression intéressante, et cette interaction qui est pas qu'on peut jouer sans, mais qui, je pense, en fait, devient après un cœur du jeu, parce que la carte qu'on laisse, en fait, peut faire beaucoup de points à l'adversaire. Ouais, dans la partie qu'on a fait ensemble, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui t'a coûté la partie, ouais, c'est à la que, fin, ouais. alors, notamment une des grosses polémiques, je sais pas, sur ce jeu-là, c'est le mécanisme des gouttes d'eau qui paraît très puissant. Et moi, je suis parti en l'ignorant complètement. Ouais. Mais par contre, en regardant ce que tu faisais, et du coup, en me disant, par contre, je vais collectionner les divinités. Et pour le coup, ça a payé. Ouais. Ça a payé, et ça m'a par contre demandé de faire gaffe à ce que les autres, à ce que je laissais comme carte aux autres, pour pas me faire piquer mes divinités dans Moi, la je partie. pense que j'ai pas assez justement joué avec ces collections en faisant. Si on aligne, on récupère, comme tu dis, les divinités, et en fait, on les pique aux autres. Et ça, je pense que c'est vraiment le cœur du jeu. Et c'est pour ça que je pense qu'il nécessite un peu d'apprentissage. Mais en tout cas, je pense que ça, si j'arrive à le sortir plus, je pense qu'il va vraiment prendre sa place. Et voilà, je pense que dans son temps de jeu et dans son mécanisme, moi, ça me correspond vraiment. Donc, Ouais, mais après, on y a joué mardi dernier, il y a une semaine, et j'ai failli t'appeler pour te le piquer ce week-end, pour refaire quand même une partie. J'avais envie d'y revenir, et aussi de le tester sur un petit peu mon groupe de joueurs de mon côté. Ouais. Je pense qu'effectivement, en termes de durée, de complexité et de plein de choses comme ça... Ah, on m'a dit la boîte est jolie, tu vois. Chacun son avis. Ça attire l'œil quand même. Moi, je trouve ça triste. Enfin bon, ouais, je pense que c'est une chouette proposition. Moi qui, enfin, c'est con, mais alors je sais que les gens vont vraiment pas être d'accord avec moi, mais moi graphiquement, qui m'attire pas, quoi. Et il y a un peu de matériel à l'intérieur qui sert à pas grand chose en plus. Les petits trucs qu'on met autour du cercle là. Bon, ça aurait pu être édité différemment, mais c'est vrai que je suis d'habitude ce que fait Gros Games, qu'en plus plutôt dans un minimalisme noir et blanc avec Dany, avec avec Nidavellir. Là, ils sont passés à côté, je trouve. Bon. C'est les goûts, les couleurs. Ouais. On tranche pas sur ça. Dans tous les cas, le jeu vaut le coup d'être joué et d'être testé. Franchement, Il est sur BGA. Tu as joué sur BGA ? Non, justement, j'ai pas encore joué sur BGA et je voulais le faire avant ce soir, mais c'est pas été possible. Mais en fait, j'ai pas réussi. J'ai voulu et à un moment donné, j'ai cherché des joueurs et il y avait pas de joueurs parce qu'il est en premium et du coup, j'avais pas de joueurs. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu crois que le sentiment est modifié ? Oui, il est revenu. Mais il n'y a plus les informations de l'écran. Et on peut pas le modifier ? Non. Le sentiment, tu peux pas le corriger ? Bon bah tant pis. On passe au dernier jeu. Dernier jeu. Allez, et puis moi ça va être encore un petit coup de cœur. Et tu l'as testé. Ouais. Il est là. On va faire de la place quand même. Ouais, mais je vais essayer de mettre tous ceux dont... Voilà, les 6. Donc moi je vais vous parler il est à l'endroit, de Critical Foundation saison 1. Donc Critical Foundation saison 1. Donc là on est sur une proposition un petit peu atypique parce qu'on est quelque part entre le jeu de société et le jeu de rôle. Ouais. Donc voilà, c'est un coopératif tendance jeu de rôle. Donc ça veut dire que vous allez avoir des joueurs qui vont être ensemble, qui vont être une équipe, et vous allez avoir un joueur qui n'est pas l'adversaire, qui est le maître du jeu, donc qui est neutre, qui va jouer tantôt les personnages non joueurs, qui peuvent être des ennemis ou pas, d'ailleurs, c'est juste des personnages qui interagissent avec les joueurs. Voilà, c'est pas un joueur en soi, c'est un maître du jeu. Donc c'est un jeu de Johan Lemonnier et Christophe Valla, ou Vaya, je sais pas. Johan Lemonnier, alors on ne connaît pas comme ça de nom, mais il a fait Captain Sonar avec Roberto Fraga, qui est aussi une proposition assez atypique et assez excellente. Enfin moi c'est un jeu que j'ai et que j'adore. J'aimerais bien tester, je l'ai pas testé. Bah ouais, x6, c'est facile. Mais à l'occasion, toujours pareil, avec plaisir. Illustré par Pascal Kido, à qui on doit notamment, alors c'est pas du tout un débutant, hein, Splendor, Elysium, Time Stories, Abyss Conspiracy, il y en a une cinquantaine, donc son nom comme ça n'a pas fait tilt dans ma tête, mais c'est pas un inconnu. Pour des parties de 45 à 60 minutes, c'est relativement vrai, mais ça va vraiment dépendre des joueurs, c'est un jeu de rôle, donc si vous avez des joueurs qui rentrent dans leur personnage, qui inventent plein de trucs et qui font plein de choses, forcément ça va être plus long que les gens qui répondent à toutes les questions par oui ou par non. Donc là ça dépend vraiment de vos joueurs. Mais encore une fois, c'est un jeu de rôle, donc choisissez des joueurs qui sont branchés par l'immersion, quoi. Oui, parce que si tu joues en mode je fais ça, mais sans te mettre dans le personnage, sans machin, il n'y a aucun intérêt. Et c'est édité en France chez Gigamic. Alors comment ça marche ? Donc on l'a dit, hein, c'est un jeu de rôle simplifié pour les joueurs, mais aussi et surtout pour le MJ.
Le maître du jeu. Le maître du jeu, ouais. Alors, Le sous-titre. Non, mais il le rappelle. Il commence par ça au début des règles. Il y a un petit glossaire. Hein, donc, le MJ, le maître du jeu. Le PNJ, le personnage non joueur. Le PJ, le personnage joueur, etc. Un D8, un D12, voilà. Les petits termes du jeu de rôle, on les retrouve dans ce jeu-là. Donc, comment ça va se dérouler? En fait, tout simplement, c'est une série télé. Mais c'est vous les personnages de cette série télé. Et dans cette boîte de jeu, c'est la saison 1, il y a 9 épisodes dans cette saison-là. Et chaque partie va être un épisode, donc on est sur un jeu finalement aussi un peu comme un jeu semi-narratif, enfin narratif où on va lire l'histoire au fur et à mesure, quoi. Donc jeu de rôle, donc le maître du jeu raconte l'histoire, et puis il demande, il dit voilà, vous êtes là, qu'est-ce qu'il y a, et qu'est-ce que vous faites, et le qu'est-ce que vous faites, hein, c'est la question du jeu de rôle, où le joueur dit moi maintenant je vais regarder si je fais ça, et je fais ça, et le maître du jeu lui dit ok, tu vas faire un test de force physique, tu vas faire un test de mental pour voir si tu y arrives, on lance des dés, et on regarde si les actions sont des réussites, des échecs. Là, donc le scénario de celui-là, c'est assez classique. Alors, on m'a posé la question, il n'y a pas de rapport à ma connaissance avec la fondation d'Asimov. Vous êtes une équipe, en gros, de spécialistes qui allaient rejoindre donc, une équipe un peu top secrète d'agence gouvernementale, mais sur plusieurs gouvernements. Enfin, c'est les États ensemble qui ont créé ce truc-là, et on va vous confier des missions périlleuses et top secrètes. Et bien entendu, rien ne va se dérouler comme prévu. Donc ça, c'est assez classique. Dans le jeu, donc je le disais, hein, le but c'est une sorte d'initiation de jeu de rôle simplifié, surtout d'un point de vue du MJ. C'est-à-dire qu'on va guider le MJ dans l'histoire, dans la narration, on va lui proposer des PNJ tout préparés, on va proposer des cartes, le jeu propose des cartes illustrées qui présentent les décors que le MJ va pouvoir transmettre aux joueurs au fur et à mesure pour qu'ils les aident à se projeter dans l'histoire. Mais donc en fait c'est vraiment de ce côté-là, du côté du MJ, de tout ce qui est invention de la narration, du scénario et des lieux, que le jeu vient aider le MJ. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de mon côté? Alors moi j'ai fait 2 parties. J'ai fait... 2 initiations? Ouais, j'ai fait les 2 scénarios 0 pour l'instant, les 2 scénarios d'initiation, puisque c'est 2 groupes différents. Alors moi, déjà, globalement, premier point, ça correspond exactement à ce que je cherchais. C'est-à-dire que j'ai fait du jeu de rôle pas beaucoup, et il y a 20 ans. Depuis, dans le cercle des copains et tout le monde disait « Ah, ça serait sympa de faire du jeu de rôle, etc. Tiens, Guillaume, tu veux pas remasteriser ?» Dans l'idée, si, j'aimerais bien, mais voilà, moi, pour les connaisseurs, je faisais de l'INS, Innomine Satanis, et le bouquin, pour se lancer, il est gros comme ça. Et après, il faut créer les personnages, il faut créer les scénarios, c'est des heures de préparation, ou alors, à moins de le faire vraiment à l'arrache, mais j'avais peur de me rater, parce que ça fait aussi des années que j'ai pas masterisé le truc, mais même, il faut connaître vraiment l'univers par cœur, donc il y a quand même beaucoup de boulot. Du coup, j'ai toujours dit non, je me remets pas dans le jeu de rôle, parce que j'ai pas le temps, c'est pas possible. Et puis là, on a une proposition qui arrive, qui est cool, ce que je disais, avec une histoire qui est pré-mâchée, où on nous explique comment les combats vont se dérouler, les ennemis sont déjà prêts, tout est prêt. Donc je pense que, voilà, un MJ débutant, il peut y aller. Moi, en tant que personne qui est masterisée il y a 20 ans, en fait, j'ai vite retrouvé des marques de MJ. J'ai vu vite, la gestion des combats, telle qu'il l'explique, elle est très simplifiée. En gros, c'est réussite, oui, non. Sans forcément prendre en compte des conditions extérieures. Et en fait, moi, très rapidement, je me suis dit... ouais, mais alors s'il a fait ça dans l'action précédente, on peut dire qu'il s'est blessé, et du coup, là, il est pénalisé, donc je vais modifier, en fait, ils vont dire, le jeu va te dire, tel ennemi, il a une difficulté de 2. Ouais, mais si t'as fait un triple salto périlleux juste avant, pour rien, ce qui t'est arrivé dans une partie, je ne donnerai pas de nom, et que tu t'es raté parce que t'as fait un test tout pourri au dé, tu t'es foulé la cheville, et du coup, pour tirer sur un mec qui bouge, c'est beaucoup plus compliqué, et du coup, la difficulté de 2, elle est passée à 4. Ouais. Et là... c'est vraiment là où c'est cool, parce que du coup, toute l'histoire, elle est pré-mâchée, elle est... la narration, t'as pas besoin de la créer. Tu peux juste en rajouter. Donc tu peux rajouter des morceaux d'histoire, tu peux rajouter du décor, tu peux rajouter ce que tu veux, tu peux rajouter de la difficulté dans un test, tu peux en enlever. T'as la main, en fait, sur le truc. Le truc est hyper malléable, selon l'expérience et l'envie du MJ. Donc, il remplit vraiment, mais super bien son rôle de réinitiation, de reprise en main du jeu de rôle.
Et moi, en tant que maître de jeu, j'ai vite pris beaucoup de plaisir à dire, ok, le joueur, il fait le malin, il invente des trucs, et ben je vais réagir et je vais lui faire des choses différentes aussi en fonction de ce qui s'est passé. Et ça passe crème dans l'univers du jeu. Il te laisse, quand tu veux prendre la main, en fait, il te laisse la main complètement. Tu peux le faire ce que tu veux si tu as envie de dévier complètement de l'histoire, parce que le jeu, il te dit, bah en gros, le jeu, à un moment, il va te dire, vos personnages, ils doivent aller par là. S'ils vont pas par là, et ben en gros, vous vous débrouillez pour qu'il n'y ait rien de l'autre côté, et vous les renvoyez vite par là-bas. Mais du coup, à toi de décider si tu le fais en 5 minutes, en 10 minutes ou en 1 heure, parce que tu les laisses explorer pendant 1 heure un endroit où ils ont rien à faire, et tu peux leur mettre tous les monstres que tu veux, ou ce que tu veux. T'as la main, donc tu peux vraiment partir dans un vrai jeu de rôle, ou rester dans le cadre plus fermé, entre guillemets, de ce jeu-là. Donc voilà, moi ça fait vraiment le taf. Ce serait peut-être un peu dur pour vraiment quelqu'un qui a jamais masterisé, je trouve, de se lancer dedans. Ouais. Là, il faudrait pour le coup préparer et s'entraîner un petit peu, je pense. Au niveau de l'édition du jeu, franchement, elle est bonne, il n'y a pas grand-chose à dire. Les illustrations sont cool, elles plongent bien dans l'univers, ils fournissent le petit paravent. Le petit paravent, je perds toujours ce mot-là, pour le MJ, et derrière le paravent, il y a toutes les notes, ça rappelle comment les combats marchent, ça rappelle un petit peu plein des éléments de la narration, donc on les a sous les yeux quand on masterise le truc, c'est cool, dès qu'ils disent, bah là il se passe telle action, bah c'est prenez la carte numéro 12, numéro 24, donc on n'est pas en train de chercher pendant des heures, c'est vraiment bien pensé et bien bossé. Donc je pense que c'est vraiment un chouette objet ludique qui remplit vraiment son rôle. Après voilà, si c'est pas ce que vous cherchez, faut savoir pourquoi vous y allez. Ouais, faut trouver quelqu'un qui est prêt à masteriser en fait quand même, parce que du coup c'est un rôle différent et faut que quelqu'un soit prêt à le faire, quoi. Ben ouais, moi c'est un truc que j'adore, j'ai toujours été dans les jeux coopératifs asynchrone où il y a un méchant, celui qui fait le méchant, enfin j'adore ça, donc je m'y suis retrouvé comme un coq en pâte. Et puis voilà, donc Critical Foundation saison 1, donc la saison 2, bien entendu, est déjà annoncée, ce sera la suite de la saison 1, mais ça, ils ont dit, c'est pas avant 1 an et des brouettes, parce que entre-temps, va sortir un Critical, pas Fondation. D'accord. Donc ils ont dit le nom, mais je l'ai oublié, qui sera en gros un Critical, en gros Critical, c'est le nom du jeu de société, Fondation, c'est l'univers, donc là, on va avoir un deuxième univers qui va apparaître, qui sera de l'Heroic Fantasy, donc très Donjons et Dragons, très proche du jeu de rôle... Oui, mais vision, accessible. Voilà, classique, et rendu accessible, et ce sera, donc on aura un Critical Donjons et Dragons saison 1 qui va apparaître entre-temps. Et franchement, je me dis, mais là, maintenant, moi, l'envie que j'ai, c'est... là, j'y ai joué avec 2 groupes de joueurs, et là, j'ai envie de passer un coup de fil aux gens qui réclamaient du jeu de rôle, qui sont pas forcément des joueurs de jeux de société, pour dire, j'ai peut-être un truc pour vous, le tester avec eux, voir si ça marche avec les joueurs de jeux de rôle, et là, dire, ok, maintenant, on peut acheter le Heroic Fantasy et se lancer dans des parties d'Heroic Fantasy. Et après, je pense que quand tu as fait les 9 épisodes, vu comment ça se passe, tu peux les remanier pour créer ta propre histoire, réutiliser les cartes pour une histoire que tu as créée. Tu as un jeu de rôle chez toi. Donc je pense que la durée de vie, elle est vraiment pas mal. Ouais. Donc voilà. Et toi qui n'es pas joueuse de jeu de rôle et qui a fait une partie? Eh ben... moi, j'aime bien me mettre en situation, donc c'est des choses que j'ai fait. Alors, moi, je fais ça plutôt dans des jeux de bluff ou comme Time Bomb ou tout ce genre de jeu. Il a fait pouce en l'air, je dis carrément. Cornus. Bah, merci de nous donner ton avis sur Critical. Donc, moi, en tant que joueur, j'ai bien aimé. Alors, au départ, fallait quand même se mettre un petit peu dans l'histoire. Donc j'ai hâte, là c'était vraiment l'initiation 0. C'était ma première partie aussi. Ouais, voilà, je pense que toi, fallait que c'est pour ça que ça s'appelle le scénario 0. Je pense que toi tu prends tes marques, nous en tant que joueurs on prend nos marques. Et je pense que maintenant on s'est forgé notre personnage, et notre personnage on va le densifier, parce qu'il a des caractères, il a des caractéristiques et tout. Et donc on va pouvoir le densifier pour d'autres choses, pour les autres scénarios plus tard. Donc voilà, là, moi ce que j'aime bien c'est que la partie était... J'ai pas envie de faire des parties qui durent 2 heures de jeu de rôle, honnêtement. Et là ce que j'ai bien aimé c'est ça, c'est que finalement, en tout cas l'initiation était assez courte. J'espère que justement tu disais que les scénarios normalement c'est 30-45 minutes. A priori, je les ai feuilletés, ils font la même taille. Ouais. Donc moi ça me va, j'ai hâte de voir la suite, de voir comment ça va évoluer justement, et je pense que du coup on en reparlera. Moi j'avoue que j'aurais fait 2 parties par soirée. Ouais, mais c'est ce qu'on fera, je pense. C'était un peu... Alors en plus c'était la première, on a fait une, bon je suis un peu resté sur ma faim. Non mais je pense que là maintenant on peut se dire ça, maintenant qu'on est dedans et qu'on voit un peu plus ce que c'est. Et je pense que du coup franchement on en reparlera, parce que
Là, c'est l'initiation, donc je pense que quand on sera mi-parcours ou à fin parcours, là, on pourra Ouais. vraiment redire ce qu'on a pensé. Moi, je l'avais acheté dans l'idée un petit peu de remplacer le dilemme du roi, Ouais. qui nous a tenu 16 parties. Là, c'est 9, mais c'est bien parce qu'on j'avais trouvé un peu trop long le Ouais. dilemme du roi, donc la 9, la durée peut être vraiment pas mal avec des parties qui sont vraiment maîtrisées, on va dire à 45 minutes. Je pense que la proposition, elle est cool, ouais. Ouais. Et effectivement, ce serait intéressant de faire un retour dans pas longtemps, ouais. Enfin, dans pas longtemps. Quand on aura fait quelques parties, quand dans on aura 2-3 avancé, mois, on en reviendra. Tiens, ouais. on n'en parle pas, on vous dira si on a avancé. Et voir comment les scénarios évoluent, si c'est toujours aussi intéressant. Mais en tout cas, une super idée. Je trouve que Ouais. ils ont bien taffé, ils ont atteint leur objectif, donc du bon boulot. Ouais, contente de le tester. Et de le continuer. Bon bah c'est cool. Je n'ai pas été trop mauvais en maître Non. de jeu. Bon. J'allais dire un truc, ouais, une petite différence avec le jeu de rôle quand même, justement t'en parlais, c'est au niveau des personnages, ou quand même tout ce qui est création de perso et Oui, tout, c'est un peu justement. plus simple. Là c'est complètement édulcoré. En gros, file ta carte de perso est déjà fait, tu mets ton nom dessus Ouais. et roule ma poule. Tu prends un jeu de société comme Cyberpunk, un jeu de rôle comme Cyberpunk, je crois que j'ai quasiment jamais dépassé le stade de la création de personnages tellement... Enfin, il faut une partie entière, il faut 1h30, 2 heures pour créer ton perso. Après, c'est génial, il te demande de rédiger toute sa vie, machin et tout. C'est fantastique, Ouais. mais voilà. Donc là, non, c'est vraiment la partie qu'ils ont édulcorée. Ok. On passe à la hype pour le mois prochain. Hype. Et moi, je vais spoiler ce qu'on va parler Ce dont on va parler le mois prochain. le mois prochain. Le mois prochain, je voudrais parler de Vivarium. Mais il aurait dû être dans le très vite de ce mois-ci. Mais j'ai fait qu'une partie. Ok. Et j'ai envie d'en faire plus pour pouvoir en parler. Donc, Vivarium, qui est dans la même gamme que Valbara, dont on a parlé dans le top et dans le précédent podcast, Et qui est là. et qui est là. Ah oui, la Est-ce que boîte est si on plus les- grande, si en on les fait. met côte à côte, J'allais dire c'est dans la même gamme, mais pas tout à fait, en fait. Mais voilà, jeu de pose de tuiles, accessible avec une petite mécanique de tuiles intéressante. Spoiler, ça sera dans le mois prochain. c'est les mêmes auteurs ou les mêmes illustrateurs? Ah non, si. Non, je sais pas. Il est là, il est gros, il Pas est du caché. Le mois prochain, j'espère parler de... Ah, mais t'as acheté ça? Ah bah oui. D'accord. Bah non, il est là. Ouais, non, mais je me demandais ce qu'il faisait depuis tout à l'heure derrière, en fait. Il est apparu. Donc Fog of Love, qui est justement une sorte de... C'est pas vraiment un jeu de rôle, mais quand même, on va incarner un couple. Mais ne le jouez pas en couple. On peut se le jouer avec n'importe qui, mais justement, il va y avoir ce côté, on va avoir un personnage, il va avoir un caractère, il va avoir une situation professionnelle, etc. Il va avoir un objectif de vie. Et l'autre personnage aura ses critères à lui aussi. Et du coup, on va devoir avoir les coups durs de la vie, etc. Et devoir essayer de construire une relation de couple en prenant en compte nos caractères, etc. Et on va essayer de voir si on arrive à trouver une entente, si on arrive à être en symbiose et que chacun finalement arrive à ses objectifs. Moi, ce qui m'avait plu, justement, c'est le côté un peu jeu de rôle. C'est-à-dire que justement, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'y jouer en couple. C'est-à-dire qu'on incarne un personnage et il faut vraiment y aller dans ce sens. Ce personnage-là, il a cette situation professionnelle, ce caractère. Et donc, j'ai hâte de tester, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et j'espère pouvoir, du coup, en parler le mois prochain. Parce que ça me tente vraiment beaucoup. Ça a l'air très bizarre. Réponse le mois prochain. Alors, moi, pour le mois prochain, t'es fini? Bah, il y a Subterra 2 qui sort. Est-ce que tu vas l'acquérir? Ouais, je sais pas. Allez, craque. Bon, c'est Il bon, faut que c'est fait. Non, je vais attendre les premiers retours. Non, en fait, le problème, c'est que il y a un an, je t'aurais répondu oui, mais sans hésiter. Mais entre-temps, voilà, il y a eu d'autres propositions qui sont arrivées. Et puis, pourquoi il a mis autant de temps à sortir? Il y a eu... C'est comme s'ils avaient refait le jeu au milieu, c'est comme si c'était pas bon signe. Donc du coup, je vais attendre les premiers retours, je vais pas me jeter dessus immédiatement. Et donc, je sais pas quand ça sort trop, il y a Mindbug, qui est le remplaçant de Sea Salt and Pepper, un petit peu, un jeu de cartes avec... Le remplaçant, il est sorti il y a un mois et demi. Non, enfin bon, pas le remplaçant, mais voilà, le jeu qui buzz, un petit jeu facile de cartes, sympathique. Et voilà, celui-là, ça va faire un carton, donc, mais je crois que c'est plutôt mars. Et dans le dernier, qui m'intéresse beaucoup, qui est Demain, tu m'as tué. C'est un jeu abstrait, alors par contre, il est assez cher. Je pensais pas, mais c'est un jeu abstrait où en fait comme un échiquier, on va pouvoir revenir a priori dans le passé pour savoir, il y a 3 échiquiers, il va falloir, je sais pas, gérer ces plateaux. Et ça a l'air sympa, mais je pense que c'est plus complexe que ce que je pense, alors du coup j'attends aussi les premiers retours et je suis pas sûre de la date de sortie, donc voilà, et à toi. Alors de mon côté,
Alors j'espère, on devrait tester normalement Catan, l'aube de l'humanité, Ouais. donc un jeu qui est remis dans l'univers de Catan, donc à voir à quel point Moi, j'ai jamais testé Catan, le alors. thème tient. Oui, bah ça sera pas l'occasion, mais Non, mais ça doit être dans les mécanismes, ça doit être un peu similaire. bah, je sais pas. Théoriquement, c'est un jeu dans l'univers de Catan, donc bon, à voir. On devrait tester aussi. Alors d'ici là, je pense qu'en fait on va provoquer, parce que là j'ai 2 jeux pour le mois prochain qui demandent au moins 6 joueurs. Donc il y a Challengers. Ouais, Challenger, ça j'ai hâte de tester ça. Et j'ai enfin Parce trouvé. qu'il est nominé. Il Oui. est nommé à l'As d'Or. Et j'ai enfin trouvé d'occasion Secret Hitler. Je le récupère demain soir. Donc il faudrait qu'on fasse un Secret Hitler pour le mois prochain. Et ça, c'est 6 joueurs. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Et tout à l'heure, on a parlé d'un autre jeu qu'il fallait qu'on teste à 6. Ah bah, un petit Captain Sonar. Et un Captain Sonar. Donc Bah voilà, faire une soirée à 6. Et éventuellement, bah, j'espère qu'on aura testé Hit le mois prochain aussi. J'aimerais bien. Donc voilà, bon, il y a des choses. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, on n'aura Voilà. sûrement pas le temps de tout faire. Un beau programme Mais, pour le mois prochain, donc on espère qu'on vous serez avec nous. Oui. Est-ce qu'on fait la dernière rubrique? Oh, ça... on traîne là, non? Ouais, on a combien de temps? Je sais plus. C'est où est-ce que c'est indiqué? Là. 1h38. Ah ouais, non, la fou là là. Ouh là là. On déborde. On va peut-être laisser les Ouais, gens on là va alors. peut-être conclure quand même, parce que merci pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout déjà. Je pense que c'est... Bon alors moi je le dis quand même. Moi je voulais vous parler de pas de jeux de société, je voulais qu'on fasse une rubrique à côté. Le mois prochain. Alors je voulais vous parler livres, faut que vous lisiez ça. Et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai qu'on voit rien de loin. Donc moi je vais vous recommander 2 BD qui étaient OKA et 1629, donc ça c'est Pirates et compagnie, c'est génial. Et ça c'est indien. Enfin c'est la fin de l'époque des Indiens, quand ils commencent vraiment à avoir perdu face à l'arrivée des Blancs. Donc c'est un peu un drame, et ça aussi bien entendu. Mais 2 super BD, super bien illustrés, et avec des super couvertures, c'est des super objets. Donc voilà, j'en parle pas, mais lisez ça. Voilà, Okai Hey et 1629. Et puis j'avais prévu aussi qu'on puisse diverger vers les séries et les films. Mais bon. Parce qu'avant on faisait des podcasts qui étaient dédiés à ces sujets-là, on a décidé que pour l'instant on les arrêtait ou qu'on les mettait en pause. Donc je m'étais dit tiens, une petite rubrique pour parler de ça. Et bah, vous pouvez regarder le dernier Disney qui s'appelle Avalonia, qui est très sympa. Voilà. Et il paraît que le Chapeauté 2 est très bien, mais je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu non plus. Donc voilà, bah tiens, ce sera un truc intéressant dans les commentaires maintenant, plus tard. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on remette une petite rubrique là-dessus. Est-ce qu'on diversifie finalement nos émissions en parlant un peu de tout? Ou est-ce qu'on fait des émissions dédiées, séries, des émissions dédiées? Parce qu'après, ça fait des longues émissions. Non, on fait juste un petit aparté de 5 minutes à la fin, parce qu'on aime bien ça. Mais il faut qu'on soit plus court sur les jeux du coup. Ouais, ça fait des années qu'on dit ça. Donc voilà, la question est posée, n'hésitez pas à le dire où vous allez... alors si c'est un podcast, c'est plus compliqué, mais la vidéo sera sur YouTube, donc les commentaires sont là. Sur le Discord, si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner pour nous dire aussi... En quelle transition rejoignez-nous sur notre Discord. Le Discord de Kifilm, les liens ils seront mis quelque part. On est aussi sur Discord du Passe-Temps, on est sur Twitter, on est sur Instagram. On est un peu sur Facebook, c'est vrai que c'est la partie qu'on met le moins à jour. Alors, c'est assez facile de nous trouver et de nous joindre, donc n'hésitez pas à nous dire ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien, qu'est-ce que vous avez pensé de ce live, on est vachement preneur de vos retours, on veut continuer, et pour ça il faut qu'on s'améliore un petit peu. On sait déjà qu'il nous faut une 2e caméra, mais on n'a pas eu le temps de la mettre en œuvre ce soir. Non, et puis là il faut qu'on améliore, parce qu'on voit qu'il y a le sentiment qui est revenu d'Ino, alors qu'on l'avait coupé, enfin voilà, des petites choses, on va s'améliorer. Et peut-être aussi, voilà, si le chrono horaire de 21h c'est pratique, c'est pas pratique, ça je pense que malheureusement tous les gens vont pas être d'accord, mais... C'est de voir ce qui correspond le mieux, et... On est preneur de tous vos retours, n'hésitez pas, même si c'est pour un peu nous botter les fesses parce qu'on dit des bêtises, on n'est pas à l'abri. Et, je voulais en parler, ce week-end, on est le 31 janvier, il y a le festival Rennes en Jeu, pour les Bretons, qui se déroule donc samedi et dimanche. L'entrée est libre, donc n'hésitez pas à y aller pour tester plein de jeux. Moi j'y serai samedi matin. Moi aussi. Tu vas samedi matin aussi? Avec mes filles. Ok, et bah du coup nous on y sera samedi matin pour tester plein de jeux, et voilà, donc allez-y, découvrez, laissez-vous guider et essayez, et je serai dimanche toute la journée aussi, en tant que bénévole le matin à une table de jeu pour expliquer. Donc voilà, si vous m'avez vu, que vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir jouer avec moi, puis si vous nous voyez le samedi à venir jouer avec nous. Ouais. Mais je vais passer un peu de temps. On n'a pas eu le temps, ça aurait pu être sympa aussi qu'on fasse quelque chose avec eux, qu'on réfléchisse un peu plus à la question. Mais n'hésitez pas à y aller, en tout cas allez-y voir. Enfin, ça fait 3 ans avec le Covid que le festival n'a pas pu se faire.
Donc là, enfin, il revient. Donc, Ouais, mais c'était... voilà, moi j'ai fait l'édition précédente, c'était super chouette. Et je doute pas qu'ils font plein de trucs, donc je pense que ça va être vraiment pas mal. ouais, donc n'hésitez D'ailleurs, pas à ils y ont aller. annoncé l'ouverture d'un nouveau bar à jeux à Rennes. Ah ouais? Ouais, par un des organisateurs du festival. Ça s'appelle la Reine de Cœur, je crois. D'accord. Eh ben, l'actualité ludique dans le milieu, dans la, en Ille-et-Vilaine, c'est ici aussi sur Kiwi. Eh ben, merci en tout cas. On va conclure comme ça. Ouais, voilà. Donc, venez au festival. À bientôt. Samedi, dimanche. Rendez-vous le mois prochain sur Le mois Twitch. prochain. Ah, j'ai essayé de regarder sur Twitch, on pouvait dire qu'on mettait genre une date fixe. Ouais, calendrier et tout ouais, ça. tu peux faire que de façon hebdomadaire, donc on peut pas prévoir un mois à l'avance la prochaine émission. Mais bon, pour l'instant, on reste sur ce rythme de un par mois. Bon, bah, en tout cas, bon mois merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et on se retrouve le mois prochain. Salut! Salut!